Allez, c'est parti pour un nouveau Squeak Talk. Vous êtes où? Il n'y a personne? Ah mais je comprends mieux. Nouveau plateau pour le Squeak Talk. C'est là que je vais retrouver tout le monde. Allez, on y va. Bienvenue dans ce tout nouveau Squeak Talk, dans un magnifique studio. On aura des gens ici avec nous pour discuter, on aura aussi des gens en visio. On va tous s'autoriser dans le Squeak Talk. Nouvelle formule cette année sur Squeak. Pour m'accompagner en plateau, on ne change pas une formule qui marche. Il y aura 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Messieurs, je n'ai pas envie de commencer par vous. J'ai envie de commencer par ceux qui sont avec nous, mais de loin. T'as fait flipper les réalisateurs. Ouais, je sais. Vu dans le... Je sais, mais j'ai bien envie pour la première de lui faire des petites feintes. Non, on commence dans ce Squeak Talk. Le 5 majeur, je vous présente. Moi, je prends le rôle du meneur. Je vais vous présenter l'arrière sniper. C'est Nils Nimus. Bonjour Nils. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter celui qu'on a à l'aile. Il est jeune, il est physique, il est talentueux. C'est Jérémy Baker. Salut Jérémy. Bonjour, bonsoir à tous, toujours à la recherche d'une première victoire au quiz. Ça viendra peut-être tout à l'heure. Il est prêt. Sois prêt, Jérémy, pour peut-être effectivement gagner au quiz. C'est vrai que jusque-là, tu n'as pas été très bon. Et en plus, aujourd'hui, tu vas avoir de la concurrence, puisqu'en plateau, on a nos 2 postes intérieurs. Poste 4, notre rédacteur en chef, Nicolas Bayou. Salut Nicolas. Salut Fred, salut à tous. Et poste 5, Pas très grand, moi. pas très grand, mais je sens que tu vas demander beaucoup de ballons. C'est pour ça, il va falloir t'alimenter. C'est Cyril Méjeanne, le directeur de Squeak. Salut Cyril. Salut tout le monde. Voilà, le plateau est présent. Vous avez également Faisal Berkani qui sera avec nous de temps en temps dans le Squeak Talk, mais qui est aujourd'hui à la réalisation. Voilà toute l'équipe. Messieurs, On n'a pas fini la déco quand même, hein, faut le préciser. Non. On n'a pas du tout fini. Il y a Nico qui n'a pas fini de monter la bibliothèque juste derrière lui. Ça peut tomber, ça peut tomber à tout ça moment. peut nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Mais on doit encore décorer, mais c'est un bon début. On a un petit maillot équipe de France au-dessus de ma tête. Il y aura d'autres maillots évidemment qui viendront agrémenter ce Squeak C'est Talk le tien, parce que c'est double XL. c'était le mien. Ça veut dire quoi? C'était... Ça veut dire que ça rentre plus forcément. Ah d'accord, ok. Ça veut dire qu'on essaiera après, on verra si c'est toujours la bonne taille. On ne change pas une formule qui gagne, messieurs. On reviendra évidemment sur toute l'actu basket de la semaine, l'Euroleague, l'Eurocup, évidemment qu'on vous propose sur les antennes de Squeak. Focus sur l'Asvel cette semaine parce qu'il y a eu un succès renversant contre l'Anadolu, un succès qui en appelle d'autres. On fera un tour d'Europe de Monaco à Belgrade en revenant à Bourg-en-Bresse. Et puis, on aura Freddy Fotoux tout à l'heure, le premier invité de ce Squeak Talk, nouvelle formule. Vous êtes prêts? C'est parfait, on est bien C'est installés énorme, dans des c'est canapés, très confortables. Alors, Ça, c'est vraiment le Nico, gros plus. bon, en dehors de ceux qui sont ailleurs Ouais, et qui sont sur des chez chaises eux. de bureau où c'est un petit peu différent, on s'est quand même fait avoir parce que le canapé, il est incroyable. Je ne m'allongerai pas dans Après, ce nous, on est en canapé. jogging et en chaussons aussi. Alors, c'est quoi, Nice? On fera la même chose la semaine prochaine. On sera en jogging et en chaussons pépère, pareil. Et on verra pour le short en fin de saison, la chemise hawaïenne. puisque Ça, c'est la façon dont tu arrives au bureau avant quand même. Ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est moi. Je me suis habillé un petit peu aujourd'hui. Un petit peu. Pas trop non plus, faut pas Faut pas exagérer. déconner. Hein. On est chez nous, on est chez vous. Vous participez dans les commentaires, évidemment, à cette émission, sachant qu'on va démarrer avec l'Asvel. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé, messieurs, de Paris, 8 victoires, évidemment, de suite. Leader de l'Euroleague, c'est normal. On a parlé de Monaco avec l'arrivée, évidemment, de Vassilis Panoulis en remplacement de Sacha Obradovic. On a un peu laissé l'Asvel de côté. L'Asvel qui a giflé l'Anadolu Efes 87-72 à la LDLC Arena lors de la 12e journée de l'Euroleague. Victoire cruciale pour ne pas être décroché en fond de classement. L'Asvel qui a 4 succès sur 12 matchs. Mais est-ce que battre cet Anadolu Efes, finalement, ça peut être synonyme de remonter vers le top 10, vers la zone de play-in? Il y a plein de choses qui vont un petit peu mieux. À l'Asvel, il n'y a plus qu'un blessé, Edwin Jackson notamment. Est-ce que pour vous, par exemple, l'Asvel peut remonter? On va commencer par ceux qui sont en plateau. Nico? Difficile, ça, j'y crois pas trop. J'aimerais bien pour l'Asvel parce qu'elle propose des choses intéressantes, mais pour moi, ça me paraît très difficile. Donc, je suis sceptique. Sceptique. Pour Nico, Cyril? Moi, j'y crois. Allez, un oui, un non. Un oui. Un oui. Franc, massif? J'y crois. En même temps, Un oui, j'y crois. Un oui, j'y crois. Nils, est-ce que toi, c'est un oui, j'y crois ou un bon?
Il y a des primes de Noël, Cyril, pour voir si je suis d'accord avec toi ou pas. On s'appelle, Nils, c'est pas de problème. Non, je suis d'accord. En vrai, moi aussi, j'y crois beaucoup. Nils, Cyril, dans le camp du oui. Jérém, est-ce que tu rejoins Nico sur, Écoutez, Nico était sceptique, moi je me dis dubitatif. Ok, on a 2 oui et 2 non. On va résumer ça comme ça. On va prendre le positif. C'est une nouvelle itération du Squeak Talk. On va commencer avec plutôt du sourire et de l'envie de voir vers le haut. Pourquoi, Nico, tu y crois? Non, moi, j'y crois Non, pas. il croit pas. Hein. Pourquoi, Cyril? Regarde, tu y crois. Alors, on va commencer avec Nils pour voir s'il mérite sa prime de Noël. Allez, Nils. Moi d'ailleurs, je suis déçu que Fred souligne pas que pour une fois, je suis optimiste. Tu dis toujours que je suis pessimiste. Non, regarde, je suis optimiste pour l'Asvel. Il a voulu virer tous les entraîneurs Ouais. d'Euroleague. Donc, C'est faux. J'étais pour que Sacha Obradovic reste. Même si bon, l'arrivée de Vassilis Spanoulis, on en reparlera. Mais Il voulait en virer Pas un mal. qui est depuis sur 9 victoires en 10 matchs. Nils, maintenant, c'est à toi d'être positif sur l'Asvel. Positif parce que déjà, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plutôt très bon, beaucoup de caractère. Ils sont qu'à 2 victoires du 10e, qui est le Real Madrid, donc ils sont pas si loin du top 10 et du play-in. Et qu'on voit dans le jeu, il y a des choses très sérieuses. On voit ce que veut mettre en place Pierrick Poupet. Ils ont été proches de prendre quelques gros matchs à l'Olympiakos face à Fenerbahçe. Que quand on regarde devant, il y a des équipes, je me dis, il n'y a pas beaucoup plus de talent où ça se vaut. Donc il y a des raisons d'y croire à cette remontée vers le top 10. Il a mérité sa prime de Noël, c'est bon? ouais, petite. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il a compris comment mériter un petit peu de prime de Noël à la fin. Non, mais par contre, je suis totalement d'accord avec Nils. Et en plus, quand on regarde le dernier match de l'Asvel, il y a beaucoup de. Enfin, le jeu collectif, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les intérieurs sont toujours en mouvement. Le 4 va après un. Geoffrey Lauvergne, très souvent, va poser le pic, après va rouler très vite vers le cercle. Le 5 va s'écarter, short corner, ou va remonter. Il y a du mouvement chez les extérieurs. On a Malédon et De Colo qui ont été très adroits sur ce match-là à mettre des points, mais qui en même temps font jouer l'équipe. On sent, hein, comme le disait Nice, il se passe quelque chose, il y a un vrai collectif, il y a quelque chose de très intéressant sur le terrain. Et je trouve que par rapport au début de saison, on sent que voilà, Pierrick Poupet commence à mettre sa patte sur cette équipe. Mais c'est quelque chose. Et il y a une hiérarchie aussi. C'est vrai. Ce jeu collectif, Nils, Cyril, qu'on a déjà depuis le début de saison, c'est pas comme si l'Asvel avait très mal démarré dans le jeu, dans le contenu depuis le début de saison. Il faut du temps pour mettre en place. Tu peux pas arriver, hop, allez, c'est réglé et on y va. L'Asvel a galéré l'année dernière, a galéré l'année d'avant. Là, enfin, il y a un vrai collectif, il se passe quelque chose. Et on parle toujours du jeu de Paris, qui est incroyable, et ça joue collectif, ça va vite vers l'avant. Je trouve que l'Asvel, on n'en est pas très loin. C'est différent, bien entendu, c'est pas les mêmes joueurs. Mais Nando, Malédon, en plus, sont des joueurs qui apportent un vrai truc sur le terrain. Et l'Auvergne. Ouais, moi, je vais être un peu plus mesuré, même si j'ai envie d'y croire, parce que j'en ai marre de voir. Tu vois, il a changé d'avis au bout de 2 minutes d'émission. Non. Merci. Mesuré. Nils m'a gagné. Allez, c'est réglé. C'est quoi après, le fast? Alors après, c'est le fast. Vas-y, Nico. Non, parce que ça manque de. Déjà, c'est vrai qu'ils ont raté pas mal de matchs où ils ont perdu de peu, donc ça veut dire qu'ils sont compétitifs, mais il y a ce problème de finition. Mais c'est un problème de régularité. Là, vous emballez sur un match gagné, une super deuxième mi-temps, mais ça manque de constance dans cette équipe. Il n'y a pas eu encore 2 victoires de suite cette saison pour l'Asvel. Il y a eu beaucoup de problèmes de blessures. Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est un effectif, on le dit depuis quelques années, toujours âgé. Donc j'aimerais bien y croire, mais devant aussi, contrairement à ce que disait Nice, il y a quand même des équipes qui sont beaucoup plus cotées. Il y a le Real Madrid qui est en difficulté, il y a le Partizan, il y a l'Étoile Rouge, il y a Vitoria. Il y a beaucoup d'équipes qui sont devant cette équipe de l'Asvel à aller chercher la 10e place. Pour l'instant, ils sont 16e, Ouais, avec mais- donc 4 victoires et 8 défaites. Il n'y a que effectivement l'Alba et la Virtus derrière. Nils, et après on ira voir Jérémy qui attend impatiemment. Il y a des équipes qui, sur le papier, sont mieux staffées, qui ont des meilleurs effectifs, mais il y a toujours dans l'Euroleague des équipes bien coachées où le collectif prend, la mayonnaise prend, qui sont là. L'année dernière, on avait la Virtus Bologne. Il y a 2 ans, c'était les Zalgiris Kaunas avec Keenan Evans. Donc, il y a des équipes qui ont peut-être de meilleurs effectifs, mais qui jouent pas aussi bien que l'Asvel, comme le disait Cyril. Et du coup, moi, je mets l'Asvel devant ces équipes. Alors, devant le Real, je sais pas, je me dis que ça va peut-être piquer un moment, mais quand tu regardes, je sais pas, le Zalgiris, l'Étoile Rouge, le Partizan, pour moi, il y a la place d'aller passer devant ces équipes-là. Là, tu dis quand même que Pierrick Poupet est meilleur que Obradovic. Hein.
Et pourquoi pas hein. Je veux dire, Plus moderne. attention, je peux rejoindre Nils à un moment, c'est-à-dire que j'aime bien Trinkieri, mais peut-être que Zeljko Obradović, peut-être qu'à un moment on approche de la fin et que le basket qu'il souhaite mettre en place n'est pas compatible avec l'évolution du jeu de l'Euroleague et l'équipe qu'il a. Non, mais C'est basiquement. je pense qu'on ne peut pas forcément faire de comparaison maintenant. Ce qu'apporte Pierrick Poupé, c'est vrai que tout le monde le dit depuis le début de la saison, il y a une cohérence, il y a une envie, il y a une motivation qui est autre de la part des joueurs. Donc, pourvu que ça dure, mais il faut que ça dure, les victoires. Il faut enchaîner. Cette semaine sera déjà un bon test pour voir si Il y a eu l'enchaînement en Betclic après. Hein. Oui, mais moi j'attends de voir la Double Week. Là, c'est vraiment un peu un nouvel Asvel qui va ressortir, on l'espère, de cette Double Week, enchaîner 2 victoires ou 3 avec 2 victoires cette semaine. Contre le Je Real, vous trouve ce quand même bien mardi, dur avec, Milan. avec Vas-y, le Gérald. Partizan. Je vous trouve quand même bien dur avec le Partizan qui sort de 2 victoires, l'étoile rouge au derby. Et l'Olympiakos, même si c'était sans Sacha Vezenkov, ils ont fait un grand match. Faut pas oublier qu'ils ont quand même renouvelé totalement leur effectif avec 14 nouveaux joueurs. Donc je les vois quand même devant l'Asvel, ils sont sur 2 victoires d'affilée. Je pense que ça va continuer. Pareil pour l'étoile rouge, ça va retrouver du Bolon Boy, Petrousev est en feu. La Delou, quand Shane Larkin va revenir, ça va faire mal aussi. Baskonia, quand Marcus Howard va mettre dedans. Et toutes ces équipes-là, bah, je les vois mieux armées que l'Asvel, en tout cas pour remonter au classement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Pierrick Poupé fait un super travail avec cette équipe. Collectivement, c'est impressionnant ce qu'il nous montre. Nando est toujours au niveau. Théo Malédon est en train de montrer qu'il est vraiment capable de taffer en Euroleague. Et ça fait plaisir. Seulement, voilà, les autres équipes ont l'air aussi très armées. Et un top 10, ça va être compliqué. Moi, j'y crois pas trop. Toi, Jérôme, t'es pas convaincu par cette victoire contre l'Anadolu parce qu'il n'y a pas Shane Larkin en partie? Il y a notamment après l'Anadolu, ça vient de perdre aussi juste avant. Ils sont sur 2 défaites d'affilée, ils étaient pas très bien. C'est une belle victoire et on sait très bien que l'Asvel, de toute façon, de toute manière, l'Asvel a toujours été compétitif. Et ça, c'est le bon point de cette équipe. Même quand elle est dans le fond du classement, elle est capable d'aller faire très peur aux équipes de haut de tableau. Seulement, voilà, est-ce que ça va être suffisant pour aller gagner assez de matchs? Pour être dans le top 10, je pense pas. Nils, Cyril, pour remonter vers le top 10, il faut donc effectivement gagner pas mal de matchs. Il y a 2 victoires de retard actuellement sur le Real. Quelle marge de progression vous estimez voir dans cette équipe? On commence par toi, Cyril, pour aller chercher justement ces victoires manquantes. Un peu plus de points à l'intérieur, même s'il y a Geoffrey, mais sur le reste de l'effectif. En fait, c'est pas une marge de progression. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Nico. Il faut qu'il y ait cette régularité. C'est-à-dire que pour moi, s'ils n'ont pas de blessure, comme tu le disais, s'ils sont réguliers jusqu'à la fin de la saison et que Malédon reste, et comme le disait Jérémy, comme Malédon reste à ce niveau-là, Nando reste à ce niveau-là, pour moi, en fait, c'est pas une grosse marge de progression, c'est juste une équipe qui a le niveau pour être dans le top 10. C'est plus ça, en fait, que je vois. Après, c'est clair que si Malédon ou De Colo ou Lovern se blessent, comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans, ça risque d'être compliqué, parce que le banc, par rapport à d'autres bancs d'Euroleague, c'est pas le même niveau. Maintenant, je trouve que avec Poupé à la tête de cette équipe, avec toute la dynamique qu'il a pu mettre en place, un peu comme Splitter à Paris, ou ce que Spanoulis a fait là sur les 2 premiers matchs de Monaco, je trouve qu'il y a quelque chose qui est faisable. Et une fois de plus, on est sur un sport collectif. Même si je suis le premier en tant que coach à dire c'est un sport individuel dans un sport collectif, le basket. On l'a vu sur beaucoup d'équipes, quand Mike James prend la balle, il gagne le match tout seul. Mais quand tu arrives à avoir un collectif et surtout un esprit d'équipe, une envie d'être ensemble. Ça, peut-être, c'est ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Il y a donc à Monaco et contre l'Anadolu. Sur la première mi-temps à Monaco et la deuxième mi-temps contre l'Anadolu. Et puis, il y a eu le reste des matchs où, effectivement, il n'y avait pas cette niaque, tout simplement. Peut-être qu'ils ont travaillé, peut-être qu'ils ont discuté ensemble, peut-être qu'il fallait le temps que Pierrick mette en place ses plays, sa façon de coacher. Voilà, peut-être qu'il a fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Paris, c'est une exception. On n'a jamais vu ça. Et encore, le début de saison, ils perdent quoi, 2 matchs, 3 matchs Paris 3 matchs sur les 4 premiers. 3 défaites, en fait. Voilà. Et puis finalement, après, ils ont trouvé le truc. Et c'est dans la continuité de ce que faisait Isalo l'an dernier. Mais là, en fait, on a un coach qui arrive à imprimer quelque chose sur le terrain. Et en plus, on a une équipe qui est dans cette bonne dynamique. Le match contre le Real, il est très important. Et pour revenir et coller. Mais voilà, moi, je trouve ça intéressant et agréable de les voir jouer. On sent qu'ils sont heureux vers la fin de match quand
Malédon met son tir à 3 points, Nando met son tir à 3 points, etc. Sur le banc, ils sont tous debout, il y a une vraie dynamique. C'est un des rares matchs qu'ils ont réussi à gagner en tuant l'adversaire finalement assez Après, ils l'ont fait. rapidement dans la deuxième mi-temps. C'est toujours d'habitude des fins de match un peu difficiles pour l'Asvel qui perdent l'an passé un petit peu cette année. Donc, Moi, c'est justement ça. Tu vois, c'est la confiance. Tu te dis, ils ont eu des défaites très serrées et il y a eu le déclic, l'Étoile Rouge de Belgrade, où finalement, ils le prennent. Là, à l'Étoile Rouge, c'est encore mieux, ils plient le match avant. Tu vois, ils progressent pas dans le jeu, mais moi, j'ai l'impression sur la confiance. Ils prennent de plus en plus confiance. Et par rapport à ce que disait Jérémy sur des équipes qui ont plus de talent, peut-être, le Partizan, l'Étoile Rouge, moi, je considère que c'est des équipes où on a empilé beaucoup de talents les uns sur les autres. Mais dans ces équipes-là, c'est compliqué, des fois, d'avoir chacun son rôle. À l'Asvel, tu sais que chacun a son rôle. Il y a les patrons, Nando, Théo Malédon, Nils Sako, il connaît son rôle, Shaquille Harrison, il est là pour défendre, Charles Cahudi aussi. Et sur ça, c'est peut-être un groupe qui est un petit peu plus homogène et en plus, comme vous le disiez, qui est soudé. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui peut les porter, moi je pense, dans le top 10. Jérémy, toi qui ne vois pas l'Asvel remonter, le remplacement de Admiral Scofield par André Robertson, par exemple, c'est plutôt un bon coup, plutôt du positif pourtant. Ouais, c'est un excellent coup, ça c'est sûr. En plus, on a un joueur qui, pour le coup, Scofield, c'est un profil totalement différent de Robertson. Il va pouvoir apporter quelque chose d'autre. Il a aussi beaucoup d'expérience. Là où Scofield, il a connu quelques gros matchs en NCAA, mais pas grand-chose. André Robertson, c'est une arme en plus qui va être intéressante pour l'Asvel, ça c'est sûr. Mais pour moi, avant tout, le basket, ça reste un sport individuel. Et quand je vois les talents qu'il y a dans certaines équipes au-dessus, est-ce que ça va suffire pour aller chercher les fins de match? Ce qui a manqué tant de fois à l'Asvel? Pas forcément. Je vous donne le calendrier de l'Asvel pour la fin de la première phase, de la phase aller, jusqu'à fin décembre. On sera le vendredi 27, on sera à la J18. Double week cette semaine, double week. Real Madrid. Double semaine. Real Madrid ce mardi, donc. À Milan, vendredi, 15e journée contre Paris, le vendredi 13. Il y aura déplacement aux Partisans, l'équipe préférée de Jérémy, le mardi 17, 17e journée aux Zalgiris le vendredi 20 et à Bologne le vendredi 17. Voilà le programme de l'Asvel jusqu'à la fin de l'année. Moi, ça me paraît un programme chargé. Compliqué. C'est de l'Euroleague, les gars. Oui, mais... Et tu joues pas contre eux en sérieux et après le portel. Oui, mais là, il y a quand même... sérieux parce qu'après on aura Freddy, mais... Il faut tout à l'heure, dans l'émission, évidemment. Il y a quand même 4 déplacements et tes 2 réceptions, c'est le Real et Paris qui est en train de surprendre tout le monde. Ah, mais tu vois, je pense qu'ils peuvent prendre Paris. Ouais, c'est ce qui fait un petit peu peur. Bon, je souhaite encore une fois, je répète, que l'Asvel enchaîne les victoires, mais c'est quand même un calendrier hyper compliqué. Donc, s'il y a 50% de victoires dans ce calendrier-là, ça serait déjà génial pour l'Asvel. Après, calendrier compliqué, Nico, ils n'ont jamais été largués. Ils ont reçu le Fener, ils ont perdu de 4 points dans mes souvenirs. À l'Olympiakos, ils perdent dans une fin de match Ils ne méritent pas de perdre. délicate, n'est-ce pas, Nils? C'est toi qui as commenté ce match, je crois. Oui. Tu t'en souviens? Ils ont souvent pas été aidés par les coups de sifflet, ouais. Voilà, merci Nils, c'est exactement ce que je voulais que tu dises. C'est bien, tu as bien suivi. Donc, ils sont quand même... Il sait dire d'autres choses, Nils, mais il ne va pas le dire là. Il aime ni les arbitres, ni les coachs. Donc, ils sont quand même toujours dans les matchs. Cette image que vous me donnez. Oui, mais après, il y a quand même un bilan qui est pour le moment très négatif. Hein. Ils ont du retard, donc voilà. Est-ce qu'ils vont être compétitifs pour espérer être dans les 10? Oui, mais y être, c'est autre chose parce que devant, il y a de la concurrence, il y a des équipes qui ne sont pas encore en train de fonctionner, on va dire, à leur vitesse de croisière, tout comme l'Asvel en fait. Et ça se met en place au fur et à mesure pour ces autres équipes aussi. Donc il va y avoir aussi des équipes qui va être très, très compliqué d'aller chercher. Quoi. J'ai la stat qui tue et qui va peut-être dans le sens de Nico et de Jérém. Non. Le record moderne de l'Asvel en Euroleague, c'est 13 victoires. Jamais, on s'en fout. jamais Non, 13 victoires. On s'en fout. Et est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Ils vont faire mieux De quoi? que 13 victoires cette saison. C'est quoi? C'est la deuxième année de TJ? Non, la première année de TJ? C'est pendant le Covid, avec les 7-8 victoires de suite. Hein. Les 7 victoires de suite. J'ai 13 dans la tête. Merci pour cette stat et toutes les précisions que tu avais autour Il n'y a de pas cette l'année. stat. Bah, j'ai envie C'est de le dire oui, record. moi. J'ai envie Depuis de qu'ils dire sont oui. revenus en Euroleague, c'est 13. C'est le record sur une saison pour l'Asvel. Est-ce que 13, ça suffit pour être Non. top 10? Non. L'an dernier, c'était 17. 17 victoires. Ah, ils font 17 alors. Convaincu. Convaincu. Ah, je peux pas dire l'inverse, c'est Ouais, pour ouais, ce que bien Nice va sûr. faire pareil que moi. On peut pas dire qu'ils vont aller top 10 et dire qu'ils vont faire 10 victoires.
Nils, Moi, on te parle. Je sur trouve Stade très dur Company. avec, je trouve très dur avec l'Asvel. On parle comme si ils avaient un effectif où il y avait vraiment pas de talent, alors que Nando De Colo, on le retrouve très bon. Théo Malédon, il fait des matchs à 30 déval toutes les semaines. Geoffrey Lauvergne, c'est top niveau à l'intérieur. Il y a un intérieur qui protège le cercle. Nils Sako, il y a Tariq Black qui pointe le bout de son nez. C'est quand même un bel effectif. Alors, c'est pas, je sais pas, on voit plus de superstars peut-être aux partisans, mais moi, je le trouve pas en dessous de tout le reste. Totalement d'accord avec là. Totalement d'accord avec toi. Ah, il a raison, Nils. Enfin, le partisan ou l'étoile rouge, par exemple, Non, mais c'est pas au-dessus. C'est d'une banalité de dire qu'il y a des talents à l'Asvel. On le sait Ah, tous. pourquoi ils n'y arriveraient pas à jouer Non, alors mais parce alors, qu'ils vous ont parlez, perdu vous des dites matchs, que parce c'est des équipes qui sont supérieures. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'effectif de l'Asvel, il est très bon et en plus, il est bien coaché. Il a raison de taper du poing sur la table, Nils. Nico, tu veux répondre à Nils ou Jérém peut-être? Non, mais non, ils sont cryptés maintenant. Terminé, il a gagné. Lâche le micro. Non, parce que la concurrence, elle est pour moi, pour le moment, et à la fois sur le papier et dans les semaines à venir, et maintenant aujourd'hui au niveau comptable, elle est devant, je suis désolé, il y a eu déjà un petit peu de retard. C'est compliqué en Euroleague de gagner des matchs. Le bilan de 4 victoires, 8 défaites, ils vont le porter un petit peu comme un boulet. Les 5 défaites de suite, là, le moment un peu critique pour toi, il est. Ça les met dans le dur, forcément, ça les met dans le dur. Vous parliez de 17-17, le bilan final, il y a déjà 4 victoires de moins que de défaites. Donc pour rééquilibrer, c'est quand même compliqué, quoi. Jérém, est-ce que tu as quelque chose de plus Tape du poing sur la à table. apporter et à venir contrer Nils? Parce que Nils a été très convaincant, je trouve, dans ce débat. d'accord. Non pas qu'il ne le soit pas d'habitude, mais là, il a été assez bon. Il a été bon, Nils, comme d'habitude. Mais non, honnêtement, je vois l'Asvel aller chercher les 13, 14 victoires, finir 12e, 13e, peut-être 11, mais 17, avoir un bilan positif, je pense pas. Si on prend le top 8 actuel de l'Euroleague, je pense que la plupart vont finir top 10. Les seules équipes qui peuvent en sortir, c'est potentiellement le Bayern, le Zalgiris, mais j'y crois pas trop. Et ce qu'on a après le top 10, pour moi, le Real Madrid finira devant. Le Partizan aussi est bien lancé pour faire une petite série de victoires. Je les vois aussi devant, donc pour moi, ça va être trop short pour le top 10. On est tous d'accord, en tout cas, je pense, pour dire que cette double week qui arrive avec ce match contre le Real, ce déplacement à Milan vaut cher. Il faut à minima en gagner un. Peut-être celui contre le Real pour montrer qu'effectivement, comme disait Cyril, comme disait Nils, le talent peut parler même face à des gros effectifs. C'est un match entre deux équipes qui sont pas dans les mêmes dynamiques, qui sont au niveau comptable pas forcément très bien par rapport à leur objectif, et surtout le Real. Donc si l'Asvel réussit à battre un Real qui a besoin absolument de points, qui a besoin absolument de victoires, ça serait une très très grosse perf à domicile. Ça serait peut-être un moyen pour eux de rattraper ce retard et de continuer cette dynamique dont ils ont vraiment besoin. À suivre, évidemment, sur ce week, ce match de l'Asvel contre le Real, ce match de l'Asvel à Milan, vendredi. Si vous nous écoutez le mardi, vous saurez. Si vous nous écoutez vendredi, vous saurez aussi ce qu'a fait l'Asvel contre le Real. On aura peut-être déjà plus avancé sur ce débat. Et évidemment, on suivra le parcours de l'Asvel. On fera un point à mi-saison sur tous les clubs français et sur leurs objectifs. Voilà pour le débat pour l'Asvel. Ça nous a un petit peu occupé. Là, on va aller plus vite. C'est le fast. Le fast, ce sont les infos, un petit peu en vrac, toutes les infos de la planète basket, où on va passer plus ou moins de temps. Ça dépend de vous, messieurs. On commence par ce qui est tombé aujourd'hui, ce mardi, pas encore officiel, mais l'Euroleague s'oriente vers un Final Four. Non pas à Belgrade, comme les rumeurs lui envoyaient, les autres rumeurs, elles nous envoyaient à Abu Dhabi, et on ira à Abu Dhabi pour le Final Four en mai prochain. L'Euroleague franchit le pas, on sort de l'Europe pour organiser cette finale à 4. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Nico? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Cyril? Bonne idée, très bonne idée. Très bonne idée. J'en attendais pas moins. Messieurs, Nils, Jérém? Bonne idée. Chier. Bonne idée. aussi. Bonne idée. Et quoi Nils? Ça fait chier. Ah bah vas-y, commence. Il a prévu Ah, ses vacances à mais- Belgrade. Ouais, mais enfin, c'est tout ce qu'on veut pas en fait pour les fans d'Euroleague. C'est catastrophique et je pense à tous les fans qui ne pourront pas se payer le billet pour aller à Abu Dhabi parce que c'est pas le même prix d'aller à Abu Dhabi que d'aller à Belgrade parce qu'on va dans un pays où la culture basket est quasi inexistante. Donc
C'est très embêtant. Après, je comprends aussi les raisons économiques que privilégie l'Euroleague. Il y a des gros enjeux derrière, évidemment, mais c'est pas, ça me plaît pas. On peut rappeler que c'est entre 25 et 50 millions de dollars. C'est pas encore sorti vraiment avec exactitude, mais par an pour organiser ce Final Four. Donc c'est évidemment une grosse somme d'argent. Je te vois sourire. Bizarrement, Il y a ton bizarrement, hélicoptère qui est en train de se poser, Fred. non, c'est l'hélicoptère qui amène les sous. C'est une question de gros sous, Cyril, mais c'est une bonne idée. Non, mais Sur le après, reste bien sûr, je suis d'accord avec Nils. Pour les supporters, c'est pas ouf. Ça va pas être simple de se déplacer là-bas, à moins que les clubs qualifiés puissent faire des voyages organisés, ce genre de choses. Maintenant, on sait que le délai entre les quarts de finale de l'Euroleague et le Final Four, c'est très court, hein, c'est 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est pas simple. Et c'est sûr que si on a en finale l'Olympiakos, le Panathinaikos, enfin en Final Four, et une équipe serbe et Paris, et Monaco. j'espère Paris ou Monaco, c'est pas simple ce déplacement. Donc pour les fans, c'est pas terrible. Après, moi, le côté business, je le trouve intéressant. Je veux dire, la NBA s'est délocalisée à Abu Dhabi, organise des matchs en début de saison à chaque fois. La Formule 1 maintenant est à Abu Dhabi. Il y a plein de. Bien sûr, il y a de pas sur l'argent un dans ce Final pays. Four. Ouais, mais on est sur voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas possible la sur un finale Final NBA, Four. tu la transposes à Abu Dhabi, tu fais des mécontents. Tu auras la même ambiance dans une salle aux États-Unis que à Abu Dhabi. Hein. Je crois que Donald Trump va laisser passer ça. Mais ça veut dire qu'on peut envisager maintenant, on peut se dire, on peut aller partout, on peut très bien envisager quelque chose à Boston, à Los Angeles, on peut envisager... Peut-être pas Final Four, mais pourquoi pas faire un match. Tu fais un match d'Euroleague à Boston c'est ou ça, la à. différence. Ça serait bien. Pour moi, c'est ça la différence. Pour moi, c'est trop tôt un Final Four. Testons un match, le premier match On de la peut saison. repousser l'horaire si tu veux, on met un peu plus tard. Hein. C'est pas un Non, mais problème. prenons le premier match de la saison d'Euroleague, tu le décales un petit peu, tu mets une belle affiche Panathinaikos Real Madrid à Abu Dhabi, moi ça me parle. C'est un peu ce que fait la NBA. Mais le Final Four, on n'y touche pas. Ça reste en Europe. Ouais, mais je Dans comprends. un premier Mais temps. je comprends, mais je pense que vous deux là, vous êtes des démagos. C'est-à-dire que. Moi, tu me dis d'aller à Belgrade 3 ans de suite. J'y Oui, vais. je sais, tu vas être content. Parce qu'on connaît les endroits où aller à Belgrade. Est-ce que tu es sûr que ça va Non, être mais une je suis réussite d'accord au niveau de l'ambiance. Mais après, derrière, on va faire un débat dans 2 semaines ou je sais pas quand il y aura un club qui sera en difficulté financière en disant ah, c'est la merde avec les clubs d'Euroleague parce qu'il y a 20 millions de déficit au Real Madrid, 25 millions de déficit, machin, etc. Et là, en fait, on apporte entre 25 et 50 millions de dollars par an, possiblement sur plusieurs années, à Mais l'Euroleague. on parle et de aux choses équipes. différentes, on parle de l'argent, voilà, et Ouais, mais effectivement il faut d'avoir prendre tout en compte. un apport C'est important. sûr que si c'est juste les supporters, ok, on est tous d'accord, le débat il est réglé et bien Oui, mais entendu, ça fait c'est quand même, pas bon pour les ça fait quand même un supporters. gros sel d'une finale à 4. S'il y a une finale à 4, c'est pour qu'il y ait une partie des supporters des 4 clubs qui Et sont au alors, même si t'as endroit. Real Madrid, Monaco, Panathinaikos. Olympiakos, Panathinaikos. non, pardon, je cherche que des équipes où il y a Barcelone. pas de supporters. Ah, Barcelone et Bayern Munich. Barcelone, allez, t'as dit quoi en quatrième? L'Alba Bayern Berlin. Munich. Ah, ouais, bah Berlin, ça va être compliqué. Allez, Bayern Munich. Et si t'as ces 4 équipes-là, que tu le fasses en Europe ou tu le fasses à Abu Dhabi, c'est la même chose à la fin. Mais tu les auras pas et puis c'est pas on sait que c'est et business et politique. Donc on oublie je vais exagérer un peu mais on vend son âme au diable quelque part. C'est exactement le parallèle qu'on peut faire avec la Coupe du monde au Qatar qui a déplu à tout le monde en fait parce que c'était artificiel, parce qu'il y avait plein de défauts écologiques. La question, c'est aussi, est-ce qu'on veut d'un Final Four policé, finalement, avec une Mais ambiance pourquoi qui sera plus gentille? Oui, mais après, alors, je ne suis pas allé au match NBA à Abu Dhabi, mais de tous les gens que je connais qui sont allés et qui te font un feedback, ils ont passé un très bon moment. C'est très bien C'est un organisé. bon moment là, la NBA, mais c'est pas la même chose. Pour moi, l'ADN de l'Euroleague, ce sont les ambiances, les supporters. Une fois de plus, ça dépend vraiment de l'équipe. Je me rappelle, Nico, on C'était- était dans un autre c'était- média, est-ce que quelqu'un se souvient- Vitoria, le Final Four à Vitoria. J'avais envie de pleurer Oui, c'était tellement pas- l'ambiance était dramatique. C'était pas le meilleur Final Four, mais Belgrade, moi, ça me parle beaucoup plus. Est-ce qu'on se souvient, L'an dernier. ou est-ce qu'on se souviendra Oui, bien sûr, l'an dernier, c'était incroyable. du match NBA à Abu Dhabi, par exemple? C'était qui contre qui? Le Final Four de l'an dernier, on s'en souvient, par exemple. Là, les matchs NBA à Abu Dhabi, je n'ai aucune idée de qui c'était qui jouait. Boston Ok, Denver. Voilà, tu vois. Donc il y a ça aussi qui joue. En tout cas, Final Four à Là- Abu Dhabi, a priori, on attend l'officialisation de Là où c'est l'Euroleague triste. pour être sûr et certain. Nils, oui, Là pour où c'est terminer. triste, là où c'est triste en fait, c'est que, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est que l'Euroleague n'arrive pas à mettre quelque chose en place
qui soit viable et qu'on en soit obligé pour apporter de l'argent de délocaliser ton Final Four à Abu Dhabi. En fait, c'est juste, on en est obligé, quoi. On arrive à être obligé de faire ça. C'est triste. On va voir si Nils est toujours aussi triste sur Vassilis Spanoulis. 2 matchs, 2 victoires. Il peut pas être triste, il a passé une journée entière avec lui. Pour effectivement, les premiers mots de Vassilis Spanoulis en France étaient au micro de Nils Onimustian. Bah d'ailleurs, Dans le monde, dans le on monde. va lui demander Pas en France, dans le monde. à Monaco et Oui, dans le mais monde. L'interview était dans le monde entier. Dans le monde entier. Nils, c'était quoi tes premières impressions et quelles sont tes premières impressions sur Vassilis Spanoulis après 2 matchs dans le jeu de Monaco, dans l'environnement monégasque? De la discussion avec lui, quelqu'un de très posé, qui donne pas grand-chose en interview. Enfin, il fait le travail, j'ai envie de dire, mais par contre, sur le jeu, c'est ce qui nous intéresse surtout. Bah, on est séduit. Le match face au Pana, on voit de vraies intentions, circulation de balles. La dernière action, le tir de Jordan Lloyd, c'est la meilleure illustration de ça. Eli Okobo qui refuse le shoot pour l'extra pass à Jordan Lloyd, c'est tout ce qu'on a toujours voulu voir de cette équipe. On voit qu'il a une vraie intention de faire jouer l'équipe. Il le répète. Il l'a répété en avant-match, en interview. Il l'a redit à la fin. C'est quelque chose qu'il martèle à chaque interview, le jeu collectif, les passes. Donc on est content de ça. Le résultat pour l'instant est là. Moi j'ai envie de voir si ça va durer sur la longueur parce que c'est facile quand le coach arrive, que les joueurs adhèrent au projet, ils ont envie de montrer de belles choses. Sur la longueur, ça va être intéressant de voir si ça tient. Jérémy, 26 passes décisives et 27 passes décisives, je crois, pour Monaco sur les 2 premiers matchs. Est-ce que ça t'impressionne, ce changement quand même, vraiment, dans le jeu monégasque? Ouais, alors moi j'ai pas pu voir grand chose du match de vendredi, mais ce qui me rassure et ce que j'aime bien, c'est vraiment ce profil de coach-joueur qu'incarne Spanoulis. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure proximité entre lui et les joueurs créatifs comme Okobo, comme Mike James, etc. Et qu'il y a une meilleure synergie entre eux. Je pense qu'il est plus capable de les comprendre et de se mettre à leur place qu'un Obradovic par exemple. Et de ce fait-là, il est sûrement plus apte à communiquer avec eux. Et ouais, ça reste à voir, mais pour l'instant c'est un très bon début. Un ancien joueur qui devient coach. On aura Freddy Fotoux tout à l'heure avec nous, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse et le sélectionneur de l'équipe de France. Ne ratez pas ça. Spanoulis, à Monaco, impressionnant déjà. On a déjà un petit peu tout résumé, mais il faudra déterminer un peu quelle est sa part dans ces 2 victoires, son arrivée, le choc pas senti psychologique. Si, moi j'ai kiffé le premier match d'une manière assez incroyable. Je me suis senti déjà en play-off. Les joueurs étaient vraiment en mission sur ce match de battre le champion d'Europe. On a vu des actions comme rarement on a vu depuis très longtemps avec Monaco. Le partage du ballon, on en a déjà parlé. Un Mike James distributeur, de la cohérence dans le jeu. Et puis une envie et tout un groupe uni autour d'un leader. Parce que ça va être le leader. Il y a le leader sur le terrain, c'est Mike James. Ça reste indissociable, je pense, de Monaco, mais il y a le leader vocal et le patron de cette équipe, on le sent tout de suite, c'est Spanoulis. Il a été clair, Cyril, on n'est pas là pour s'arrêter en quart de finale. Oui, et moi je retiens ce temps mort qu'on a mis sur nos réseaux, qui est sur notre compte Instagram par exemple, où on sent qu'il est dans le management. Il y a cette envie de passer un message et d'aller piquer ses joueurs. Et c'est pas de la vulgarité et de l'agressivité pour être agressif. C'est un peu comme Zeljko Obradovic finalement. C'est-à-dire que tu mets une certaine intensité à ton temps mort par rapport à ce que tu attends de tes joueurs. Et je pense que le moment où il fait ce temps mort, il va chercher ses joueurs. Et il leur parle de ce qu'ils ont l'obligation de donner sur le terrain. Et après, il y a ce petit mot, ce mot vulgaire, etc., mais qui finalement n'est pas gratuit comme ça. C'est quelque chose, il a senti qu'il devait le dire. On sent, il y a une montée en fait sur ce temps mort. Il n'a pas envie non plus de... Voilà, c'était vraiment un match au Pana, de toute façon les joueurs étaient motivés, mais que les hauts et les bas, peut-être qu'il a vu ou qu'on lui a expliqué de Monaco sur ce début de saison, recommence finalement, c'est ça. Et en plus, je pense que tu ne peux pas en fait être tout le temps dans la même intensité de coaching. À un moment, tu dois redescendre, remonter pour pouvoir justement aller chercher tes joueurs. Et j'adore Sacha, et moi aussi, j'ai adoré ce qu'il a fait, etc. Mais il y a un moment, quand en permanence, au bord du terrain, tu es debout en train de crier sur tes joueurs, et que tes joueurs ne comprennent même plus pourquoi, et à chaque fois que je suis allé voir un match de Monaco dans la salle, tu regardes en fait les joueurs qui regardent Sacha et qui après se retournent en disant
Ouais. Putain, il fait chier. Et tu perds tes joueurs au fur et à mesure. C'était une mauvaise Ton communication. coup de gueule est vis-à-vis moins des joueurs marquant. Et vis-à-vis du public. En fait, tu sens que Spanoulis, il va dire les choses, mais aussi fort que Obradovic, mais sans le côté un petit peu spectaculaire qu'avait Sacha Obradovic. Nils, pour terminer, on boucle la boucle avec toi sur Spanoulis. Coup de gueule marquant déjà, tu dis, ce temps Non, mort. c'est ce que disait Cyril, c'est que quand t'es pas linéaire, comme Sacha Obradovic qui était tout le temps en train de crier, quand tu places ton coup de gueule, il a plus d'impact que quand t'es tout le temps en train de crier, en fait. C'est ça. T'as fini là. Voilà. Merci Nils, merci. Je pensais que tu allais être un petit peu plus long que ça. On a l'habitude que ce soit plus long et là, hop, bon, C'est bien, terminé. il nous permet d'enchaîner. On parle d'un ancien monégasque, justement, John Brown, qui est tout proche de signer à l'Étoile Rouge de Belgrade. On va aller sur Jérémy, tiens, qui est un peu hypé par les effectifs de Belgrade. Jérémy, est-ce que John Brown à l'Étoile Rouge, ça te hype? Est-ce que tu penses que ça peut faire passer un palier encore à cette Étoile Rouge de Belgrade? Ouais, faut pas oublier que l'Étoile Rouge, c'était la dernière équipe invaincue, il me semble, en tout début de saison. Même si maintenant ils sont en 6-6, me semble-t-il. L'arrivée de Petrousev fonctionne très bien. Il n'avait pas de temps de jeu vraiment à l'Olympiakos. Pourtant, il est en train de prouver que ça a beau être un jeune joueur, il est capable de performer, de faire ses stats. Comme je l'ai dit, Bolomboy va revenir. Il faut pas oublier que l'Étoile Rouge, avec lui, c'était très solide. Il va donc y avoir deux pivots de très haut niveau. Et on a l'impression que justement à l'aile, là où ils avaient Kalinic qui scorait beaucoup, il manquait aussi un profil ultra défenseur comme John Brown. Il va pouvoir amener beaucoup. On sait aussi qu'il est très pote avec Isaac Canaan, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un rôle qui manquait à l'Étoile Rouge. Et ça peut vraiment leur faire passer un cap. Étoile Rouge, contender pour le... Bon, je passe, franchement, c'est le fast, on peut le passer. peut passer, C'est une ouais. signature d'un joueur qu'on Ça apprécie tous. Ça ne changera pas pour l'instant l'avis de Nico, très bien. Non. Cyril? Alors, je rejoins à 1000% ce qu'a dit Jérémy. Juste, j'aurais tellement aimé qu'il reste à Monaco. Voilà, moi, c'est surtout là-dessus, en fait, même si Monaco ira peut-être un petit peu mieux en défense avec l'arrivée de Spanoulis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque vraiment? Et puis bon, il passait ses soirées avec Mac James, donc on a perdu une chemistry. Le catalyseur. Nils, tu râles sur John Brown ou c'est bon? On passe à la suite. Je passe parce que je connais pas son état de forme. Ok. Encore deux questions dans ce fast avant de recevoir Freddy Fotoux, notre invité exceptionnel de ce nouveau Squeak Talk, évidemment. Pas le premier de la saison, c'est le 7e, mais ce nouveau Squeak Talk. D'abord TJ Shorts, parce que TJ Shorts a été élu MVP du mois de novembre. 19,6 points, 8,4 passes décisives, 25,2 dévals en novembre pour TJ Shorts. Évidemment, Paris invaincu. Est-ce que MVP tout court, c'est envisageable et à quel prix? Paris dans les 4 ou dans les 6 et on peut parler de TJ Shorts MVP en fin de saison? Ouais. Oui. Oui, bien sûr. Clairement. Bien sûr qu'on peut parler de TJ Shorts à MVP. Et oui, ça dépend du classement final, clairement. Il faut que Paris soit combien? 6e maximum? Pas simple, hein. Qui play-in, play-off, qui passe le play-in. Top Voilà. 6. Top 6, voilà, faire partie de... S'il garde le niveau qu'il a actuellement et que Paris fait top 6, Top pour 8, moi, il est en fait. MVP tous les jours. Même tu peux passer par la case play-in pour être dans le top 8, pour faire les playoffs. Quart de finale, en fait, on a envie de voir maintenant la prochaine étape pour Paris. C'est d'aller en quart de finale avec cette équipe qui nous surprend de jour en jour. Bon, maintenant, ça fait 8 matchs qu'on est un petit peu moins surpris parce que ça s'enchaîne, mais qui se met au niveau de toutes les compétitions auxquelles cette équipe participe. C'est incroyable, quoi. Et TJ Short en chef d'orchestre magistral, toutes les semaines, un coup de chapeau pour ce joueur et pour cette équipe. Donc Nils. MVP, forcément. Nils, TJ Shorts MVP tout court, t'y crois? Oui, mais sous certaines conditions, hein, comme vous le disiez. Pour moi, c'est top 6, top 8, ça va commencer à être compliqué. Il ne faut pas oublier qu'en Euroleague, les playoffs comptent pour le titre de MVP. Donc, s'il y a un joueur qui est à peu près au même niveau que TJ Shorts, qui fait des gros playoffs et que TJ Shorts n'en fait pas de gros, ça pourrait lui échapper. Mais il est dans la discussion, en tout cas. De toute façon, ça peut être qui contre lui? Jérém, tu dis que ça peut être Bolomboy quand il va revenir, mais sinon... Un joueur d'Étoile Rouge. Non, moi je suis Quel sur joueur Ace d'Étoile Davis. Rouge? Je suis sur Ace Davis. J'aurais même donné ce mois-ci. Ace Ouais. Davis... J'aurais donné Ace Davis, ouais. Ouais. Il est en Dommage difficulté qu'il fait un sur- dernier match horrible Ouais, contre Milan. Voilà, t'as Mais des autres- sur tous les matchs précédents, c'est vraiment lui qui fait gagner son équipe. Et tu le sens tellement au-dessus quand il est dedans. Non, pour moi, ce mois-ci aurait dû être pour Ace Davis. Ace Davis, Mais globalement, après, sur la saison entière, il y a Vezenkov qui peut l'embêter. Ace Davis, si le Fener reste Et Davis, tout en haut... si Fener reste en haut. Ouais. T'as pas mal, Qui pas mal de joueurs. Mathias Pas Le mal de Sort. joueurs.
Mathias, je suis pas sûr. Ce soir, ça va se partager avec Kendrick Nunn un peu les Ouais. votes au. Non, je Voilà, voulais peut-être. simplement dire qu'il y a des joueurs voilà, comme Campazzo qui fait partie de la discussion, mais son équipe est pas bien classée. Il y a Shane Larkin qui est blessé, Will Buckin blessé, Wade Baldwin revient. Donc Pour moi, ils sont pas dans la discussion une demi-seconde. Ouais, ils sont- non, mais pour c'est l'instant, pas des ils joueurs sont qui ont le discussion. potentiel, qui pourraient être dans la discussion s'ils avaient fait une bonne saison. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça pour le moment, quoi. Dans quelques instants, Freddy Fotoux, je suis en train de le voir s'installer à Bourg-en-Bresse pour être avec nous dans quelques instants. Mais il me reste une question, elle concerne le championnat de France, plutôt le All-Star Game, puisque la Ligue nationale de basket a dévoilé les maillots et le ballon du All-Star Game. Maillot bleu sombre avec liseré rouge et blanc, ou blanc avec liseré rouge et bleu sombre. Vous avez tous vu ces maillots, et je sens que ça vous crispe un petit peu. Est-ce que vous avez aimé ces maillots ? J'ai un peu saigné des yeux, moi. Si j'ai bien compris, c'est une référence à Team USA sur les couleurs. En plus, la marque, c'est la même que l'équipementier de Team USA. Donc voilà. Il y a longtemps. Hein. Ouais, il y a Pas longtemps, les années maintenant, 90. Ouais, Ouais. les années 90, ouais, exactement. C'est le même maillot, hein, c'est la même matière. Ouais, avec, Ils ont récupéré des vieux stocks, ils ont mis un logo All-Star Game et ils À se sont l'époque dit, où Freddy ça Fotoux passe. était champion, donc. Ouais, et encore, c'était genre quand il était en poussin, quoi. Donc ouais, on va les goûts et les couleurs, mais c'est vrai que ça a l'air un peu light, un peu décevant par rapport aux années précédentes, quoi. Pas ouf en langage Nils et Jérém, je pense. C'est ça le maillot pour Ouais. vous Vous avez aimé Oui, pas ouf, j'aime pas la police. Le maillot en soi-même, en lui-même, le côté rétro, j'aime bien. Je demande à voir aussi avec les flocages des joueurs, les numéros, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas trop vu. Ah, peut-être qu'avec un petit peu plus d'habillage dessus, ça pourrait passer, mais ouais, la police devant, ça le fait un petit peu cheap. Donc Nils, aile gauche de l'émission, n'aime pas la police. Je le marque tout de suite. Merci Nils. Ça, maintenant, vous avez un point en commun. Jérém, toi le maillot du All-Star Game français, t'en penses quoi? Pas spécialement d'avis. Non, pas d'avis. On a un joli ballon, basta. Ah voilà, le ballon par contre, moi j'aime ballon, beaucoup le est ballon, très sympa, qui est noir et blanc avec lisé or, qui est franchement très 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 réussi. sympa. Et tu vois, je trouve ça dommage en fait. Et, après, Freddy nous attend, donc faut pas qu'on traîne. Mais je trouve ça dommage en fait de se dire qu'il y a toujours un habillage assez incroyable autour du All-Star Game. Le terrain, il y a et c'est assez moderne, assez dans le design, dans l'événement qui est mis en place par Sport Plus Conseil. Tout ça est très joli en fait. Et malheureusement pour le maillot, tu es dépendant de l'équipementier. Et à un moment, pourquoi ils ne bossent pas ensemble en fait? C'est-à-dire que quand tu vois, je prends un autre exemple, le quai 54. Le quai 54 où tu as ce qui est mis en place par les organisateurs du quai, le terrain, le design, etc. Et Jordan Brand qui les suit et qui les accompagne. Et il y a une certaine cohérence en fait entre les deux. Là, je trouve qu'il y a un écart. Je peux comprendre Nils avec son côté très vieux, qu'il adore le côté rétro. Mais enfin, je suis plus vieux que vous tous. Nico, on se bat. Mais ouais, le côté rétro, en fait, justement, je trouve pas ça moderne, en fait. Non, mais il faut voir, est-ce qu'on a vu, peut-être, c'est toute la stratégie du All-Star Game, est-ce qu'on a vu peut-être un maillot avant le match Il n'était au pas dingue titre celui de l'an dernier non plus, provisoire. déjà. Je vais pas dire du mal de champion, je connais personne, de toute façon, chez eux. Mais déjà, l'année dernière, c'était Voyons pas le dingue, jour du match s'il y a des changements, et après on se fera un avis final, j'ai envie de Ok. dire. Donc, On fait verra le fast, ça. Déjà, du champion, janvier en c'est remisant des vieux supermarchés et sponsors du maillot à poids, donc. Oh là. Old school. Nils et old school, effectivement, on a pris un truc aujourd'hui dans le Squeak Talk. Ça fait 10 ans que je sais, moi. On vous retrouve dans quelques minutes, messieurs, parce qu'on va vous mettre de côté quelques instants. Freddy Fotoux, l'entraîneur de l'équipe de France et de Bourg-en-Bresse, est avec nous dans le Squeak Talk. Messieurs, pour cette émission, pour ce nouveau studio, il nous fallait un invité de marque. Avec nous, un homme qui, en tant que joueur, a gagné la médaille de bronze à l'Euro 2005, qui a été sacré 7 fois champion de France, qui a remporté 3 Coupes de France, qui a remporté 3 tournois des As, une semaine des As, une Coupe des Landes, et je sais qu'il y tient, vainqueur également du concours de tir à 3 points au All-Star Game en 2005. Richard Dacoury? Oh là 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 là. Pas loin, mais pas lui, parce que lui, en tant que coach en plus, il a ajouté 2 titres de champion de France, une Coupe de France et une place de finaliste d'Eurocup. Quel plaisir d'avoir avec nous Freddy Fotoux, le sélectionneur de l'équipe de France et l'entraîneur de Bourg-en-Bresse. Salut Freddy. Bonsoir messieurs. Salut, Freddy. Salut Freddy. Et ça fait plaisir en plus parce que c'est un ami, on est content qu'il soit avec nous.
Ça te rappelle, on te rappelle Mais- le palmarès, Freddy, ça te fait plaisir ou c'est vraiment un truc de journaliste? Alors non, sincèrement, ça fait très très plaisir. Ça fait toujours du bien de se rappeler ces moments-là parce que avec les titres et avec les trophées, il y a toujours des très belles histoires. Donc ça fait toujours bien de replonger dans le passé. Mais le passé reste le passé. Bon, tu connais l'équipe, Freddy, Cyril Méjean, le directeur de Squeak, Oui. Nicolas Bayou, le rédacteur en chef. On va passer une vingtaine de minutes ensemble pour aborder les thèmes Il d'actualité. nous a dit on a le temps qu'on veut. On va lui faire rater son entraînement, c'est notre Exactement. objectif. Il travaille un petit peu. Non. Comment il remporte ce match On a besoin contre- de s'entraîner C'est pas en ce faux, c'est moment. pas faux. Comment il remporte ce match contre Hambourg avec Bourg demain à 19h30 sur Squeak, à suivre évidemment sur notre antenne. D'abord, Freddy, je te tutoie parce que tu sais qu'ici on me charrie un petit peu. On me dit il y a la mafia du Sud-Ouest. Ouais. Donc je vais me permettre, voilà, la mafia du Sud-Ouest est présente Non, mais encore. Fred, il faut le dire, et Freddy, il faut absolument qu'on te le dise. Il y a un drapeau de France Bleu Béarn, quelque chose comme ça, au bureau, depuis le début. C'est pas possible. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Mais notre cher Fred y tient, donc on C'est un fait cadeau. avec. C'est un cadeau, c'est pas possible de m'en séparer. Freddy, C'est important, est-ce que- c'est important de se garder les racines quand même. Voilà, je sais que tu y tiens, on va peut-être en parler dans cette interview. D'abord, l'équipe de France, évidemment, est-ce que voilà, le cerveau a bien reswitché sur Bourg-en-Bresse? Est-ce que tu as toujours l'application équipe de France qui tourne dans un coin de ton cerveau? Tu avais dit lors de ton intronisation que voilà, tu allais séparer les deux, mais est-ce que c'est vraiment le cas après un premier rassemblement? Oui, c'est vraiment le cas et c'est assez facile pour l'instant, surtout de ce côté-là, c'est-à-dire de l'équipe de France au club. C'est vrai que il y avait aussi, de toute façon, avant la fenêtre internationale, aussi une appréhension parce que c'était la première, c'était un nouveau groupe avec le staff, avec les joueurs. Donc forcément, j'y pensais un petit peu avant. Mais une fois qu'on a touché et qu'on a goûté aux deux, de rebasculer dans le club, c'est assez simple parce qu'en plus, on a toujours et très vite des enjeux immédiats avec des matchs à enjeu. Donc, oui, aujourd'hui, dès le lendemain, de toute façon, j'étais à l'entraînement à Bourg-en-Bresse et même si on n'a pas regagné de suite parce que il y a eu deux gros matchs à venir, en tout cas, l'équipe de France est bien derrière moi, oui. Tu risques de ne pas beaucoup souffler quand même, Nicolas. Qu'est-ce qui t'a marqué, Freddy? On va mettre de côté le côté sportif, les deux matchs face à Chypre, mais qu'est-ce qui t'a marqué sur ces premières heures en tant qu'entraîneur de l'équipe de France? Des moments peut-être un peu particuliers que tu n'avais jamais vécu en tant que coach, mais en équipe de France? Alors, tout d'abord, c'est les sollicitations qui ont énormément changé. Les conférences de presse avec beaucoup plus de personnes que les 3-4 de Bourg-en-Bresse. Mais, mais sinon, oui, c'est que ce dont peut-être que j'étais pas prêt, c'était le rythme des journées. On a eu énormément de réunions obligatoires de par le ministère, de par la Fédé, de par les sollicitations. Ça, c'était assez conséquent, on va dire, assez lourd. Tout ce que tu adores. Mais oui, par exemple. Mais par contre, voilà, une fois que l'organisation est là, parce que ça, c'était quand même bon, quelque chose que je savais de toute façon. Tout le monde a les compétences à l'endroit où il faut être. Donc après, c'est assez facile parce que une fois qu'on a fait toutes ces choses administratives, on va dire, on n'a plus que le terrain et les joueurs à penser. Et ça, c'est plutôt super agréable. Et puis voilà, et les moments sont de toute façon, on fait un métier passion, donc forcément, on ne compte pas les heures. Et une fois qu'on y est, on y est à fond, dedans, quoi. Moi, Freddy, j'aimerais revenir encore avant la question de Nico. Je voulais que tu nous racontes un petit peu le moment où tu as, je ne sais pas si c'est Jean-Pierre Suta ou si c'est quelqu'un de la Fédé, la personne t'appelle pour te dire, bon, c'est toi qu'on veut en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, comment ça s'est passé, qui t'a appelé, comment tu as réagi, l'émotion, t'as appelé tes proches, ta fille, qu'est-ce qui s'est passé en fait, vraiment toi en tant que personne, au moment où tu as appris que tu étais le nouveau sélectionneur de l'équipe de France? Alors c'est Jean-Pierre Sutat qui me l'a annoncé. Et après, je pense beaucoup de réflexions. Enfin, tout le monde a suivi les épisodes de l'été, mais j'avais rencontré des personnes avant. Après, c'est vrai que le jour où on officialise ça concrètement,
je m'étais fait plein de scénarios dans la tête au cas où ça m'arrive. Donc j'ai appelé mes parents et mon frère tranquillement, mais c'était une joie énorme parce que avant de comprendre aussi les responsabilités qui me sont données, parce qu'il y a des grosses responsabilités, il y a énormément de joie, de bonheur, un honneur, et qu'on a vite envie de partager avec les siens et avec les amis. Alors, comme tout le monde a beaucoup de groupes WhatsApp, donc forcément les groupes WhatsApp très intimes, on balance l'info, et c'est énormément de joie. Voilà, ça c'est vraiment le sentiment premier que j'ai eu. J'ai beaucoup remercié bien sûr Jean-Pierre Sutat d'avoir pris cette décision-là, qui devait pas être pas simple parce que il y avait eu un super parcours avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques, mais c'était le moment de changer pour une nouvelle ère. Donc voilà, une fois que le sentiment de joie et d'honneur est passé, la responsabilité arrive et quasi Ouais, c'est ça. immédiatement on est obligé de se mettre au travail. C'est là où tu te dis maintenant je suis dans la merde, il faut que je travaille encore plus. J'ai Bourg-en-Bresse, j'ai l'équipe de France, il faut que je fasse aussi bien que Vincent Collet. Donc il va falloir qu'elle maintenant en fait champion olympique batte les États-Unis. Allez, c'est juste ça, juste ça. Cadeau. Exactement, c'est Allez. juste ça. Cadeau, débrouille-toi, Freddy. Sache, Freddy, que j'ai vu un sourire s'esquisser sur les lèvres de Nicolas Bayou. Sutat. Oui, sans Sutat, Sur sans Sutat. Sutat. Oui, mais c'est Sutat, dans le Fautoux. sud-ouest, on prononce Mazéas, Fautoux. D'ailleurs, on dit Fautoux. Tu peux le redire une nouvelle fois. Le X, ça se prononce, Freddy. Tout à fait. Exactement. Frédéric rajoute. Fautoux et Jean-Pierre Assoutat. Faut qu'on rajoute des S, Nico, donc ça fait Bayou, c'est Mejans. Mejans, c'est américain, c'est cool. Un peu, Magents. Cool, C'est bien. j'aime beaucoup. Freddy, sur ce rassemblement avec l'équipe de France et sur la suite aussi, comment tu travailles avec Laurent Villa, avec Boris Dio? Comment au quotidien, finalement, est-ce que ça se travaille au quotidien? Est-ce que c'est sur du beaucoup plus long terme? Comment vous organisez ce travail pour l'équipe de France qui est un travail qui se fait au quotidien quand même? Oui, ça se fait. Alors, ça se fait au quotidien d'abord parce que il y a un suivi des joueurs sur le long de l'année. Donc, je me suis mis toutes les applications sur mon ordinateur, de l'Euroleague à l'Eurocup, à la Champions League, au championnat turc, etc., pour voir les performances des joueurs français tout au long de l'année, pour les suivre quand même au moins de par leurs statistiques. On regarde un peu plus de matchs et on se partage un petit peu les tâches avec tous les gens du staff. Donc, que ce soit Laurent Villa, que ce soit Joe Gomis. L'avantage qu'il y a dans ce staff-là, c'est que Joe Gomis, ben, lui, il suit l'Euroleague puisqu'il y est en permanence. Georges Bryan, il voit les joueurs NBA. Laurent Villa, ben, lui qui n'a pas de Coupe d'Europe cette année, il peut voir un peu tout le monde. Moi, je suis beaucoup plus l'Eurocup, forcément. Donc, Pascal Donadieu qui suit la BCL avec aussi Nanterre et les autres. Donc là, sur le suivi des joueurs, on s'est partagé la tâche. Et puis, on se fait tous ensemble une réunion, une visio à peu près tous les 15 jours, on va dire tous 15 et 20 jours, avec Laurent, des fois un peu plus quand on doit parler de technique de jeu. Et puis Boris, en fait, là, par exemple, depuis le début de la fin de fenêtre, il est resté en Europe. Il va voir les joueurs d'Euroleague. Il est passé 2 fois déjà bon, à Bourg-en-Bresse pour voir les joueurs de Monaco. Il est allé voir l'Asvel contre Istanbul. Juste avant la fenêtre, il était parti faire le tour de la NBA. Puis voilà, on se fait des points. Après, on se fait des visios pour échanger de ça. Mais bon, voilà, on se voit à peu près, je sais pas, tous les 10 jours en visio à peu près pour faire l'état des lieux, de comment ça se passe sur l'état des joueurs. Et aussi, ne pas oublier avec Fred Sarr, sur l'organisation de la prochaine fenêtre où il anticipe toute l'organisation. Mais moi, je suis beaucoup là pour valider ou invalider ce qu'on pourrait faire, en tout cas dans l'organisation, je parle. Mais Freddy, est-ce que toi, tu sais déjà à peu près quelle équipe tu vas avoir au prochain championnat d'Europe, ou c'est un travail commun de tout le staff? Alors, le championnat d'Europe, il faut déjà se qualifier. Oui. On a Oh, une fenêtre, vas-y, tu un joues but de match. Chypre, t'as battu Chypre, c'est bon. T'as un Tout va match à bien. gagner. Un Donc match là, à gagner sur les deux qui on va- restent. Et encore. On va jouer à Zagreb et on va recevoir la Bosnie. Il faut gagner un des deux. Et pour être très franc, sur les 12, je pense que j'ai 7 noms de sûrs, si tout le monde est en bonne santé. Donc je suis très loin d'avoir la liste pour le championnat d'Europe. Parce que, C'est quoi les alors 7, là, Freddy? C'est quoi les 7?
Voilà, Bon, Nico c'est Batum, fait, ça on en fait. Il n'y aura pas Nico Batum, mais Leandro Colo, malheureusement. Ah, il y a Bon. Bouzélé, Liva. Mais On peut donc, cocher Jave Victor d'Europe, Wembanyama. aujourd'hui, quand Boris Dio fait le tour de toutes les franchises NBA, tous les joueurs sont motivés pour venir cet été. Mais d'après leur expérience, il faut attendre avril parce que les saisons NBA sont longues et il y a toujours des soubresauts d'ici là. Donc, sincèrement, ça va être dans... Tout le monde a une équipe idéale dans sa tête, mais on verra l'évolution des uns et des autres parce que ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a eu une fenêtre en novembre. Est-ce qu'il faut faire un lien avec février? Je pense que oui. Et est-ce qu'il faudra faire un lien entre février et l'été? Je pense que oui. Donc en fait, les équipes vont se construire aussi au fur et à mesure des compétitions, des matchs. Sachant que là, tu avais une équipe dans cette fenêtre de novembre qui, normalement, sans manquer de respect à tous ceux qui étaient là, ne sera absolument pas la même. Normalement, presque à 12 éléments près, quasiment, puisque tous les joueurs d'Euroleague, d'Eurocup vont être disponibles pour la fenêtre de février. Oui, et il faudra faire donc la meilleure équipe et non pas les 12 meilleurs joueurs. Et ça, c'est toujours la difficulté en fait. Donc, je pense qu'il y aura des joueurs de la première fenêtre dans la deuxième fenêtre. Parce que déjà, en plus, il y a quatre entraînements, il y a que 2 matchs. S'il faut faire des tests, entre guillemets, pour savoir si tel joueur est meilleur que l'autre joueur, les entraînements et les 2 matchs ne seront pas suffisants de toute façon. Donc, il va falloir faire des choix très forts, entre guillemets, d'entrée pour pouvoir assurer la qualification pour le championnat d'Europe cet été. Donc finalement, tu évoques une sorte de continuité, presque de récompense d'avoir été là sur la fenêtre, d'être là dans les fenêtres internationales pour aller à une grande compétition. En tout C'est cas, important comme... voilà, le mot récompense peut-être pour toi en tant que coach? en tout cas, c'est pas impossible. On reste C'est là. quelqu'un d'humain, Freddy, on le sait. Oui, non, mais évidemment. Non, mais c'est vrai que Vincent Collet en parlait et il y a toujours eu quelqu'un des fenêtres, au moins un joueur. On pense à Paul Lacombe, Ouais, à Andrew Albici, Andrew Albici, ouais. qui faisait partie des... Non, parce qu'en plus, on met beaucoup de choses en place. Donc, est-ce qu'il faut tout repartir de zéro de la fête de novembre en février avec 12 joueurs qui n'auront pas vu un mouvement offensif ou des bases défensives? Donc, c'est aussi ça la difficulté. Dans un entretien récemment que tu as donné avec Laurent Villa, tu déclarais que tu n'avais pas encore eu sous tes ordres de joueurs du calibre de Mike James, de Dimitris Diamantis, de Shane Larkin. Prendre en main l'équipe de France, c'est aussi ça, se retrouver avec un Victor Wembanyama que tu as eu à Lasvel. Est-ce qu'avoir des joueurs de ce calibre-là bientôt à ta disposition, eh bien, ça change quelque chose pour toi ou ça va changer quelque chose pour toi dans ta manière de coacher? Alors, je les ai pas eus dans le club entre guillemets quoi. Quand à Lasvel on a joué avec Mustapha Fall, Yabouzélé, Okobo, on avait quand même la trempe des grands joueurs que tu as cités. Donc je les ai quand même côtoyés pendant 2 ans à Lasvel. Après, effectivement, de les avoir tous ensemble dans une équipe nationale, ça sera effectivement différent, mais ça reste des joueurs de basket aussi. Maintenant, la différence, c'est que la compréhension du jeu est censée être beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et les applications meilleures aussi. Donc, moi, oui, sincèrement, j'ai hâte de les retrouver tous ensemble pour pouvoir essayer de pratiquer le meilleur basket possible qui va gagner. Freddy, on en parlait en fond de boutade tout à l'heure avec les Jeux Olympiques à Los Angeles pour battre les États-Unis. Mais quand on écoute un peu certains jeunes joueurs, ils ont l'air totalement décomplexés par rapport à cet objectif, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10, 15, 20 ans ou à ton époque. On a l'impression que ça glisse sur eux. Est-ce que tu as déjà pu discuter avec certains d'entre eux de cette jeune génération et avec cette motivation de battre les États-Unis, ou en tout cas d'aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2028? Alors, de l'objectif final, on en a jamais parlé, bien sûr que non. Et en plus, moi, j'aime pas trop ce genre d'annonce très forte parce que d'ici là, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Oui, je sais bien. Mais d'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
d'être décomplexés, pour eux, oui, c'est normal parce que déjà les équipes de France ont déjà battu les États-Unis plus d'une fois. Et surtout, maintenant, et depuis quelques années, ils jouent contre eux toute l'année. Et quand on voit comment nos joueurs français arrivent à performer, bon, bien sûr, tout le monde, Victor, on le voit, mais Gershon qui fait un très bon début de saison là-bas, on voit nos jeunes Français qui font leur deuxième année, comme Bilal Koulibaly fait aussi de super stats. Donc forcément, quand tu joues contre eux toute l'année, de suite t'es décomplexé parce que tu les connais, tu joues contre eux, donc tu penses que tu peux les battre. Après, il va falloir aussi surtout construire une équipe qui est cohérente, compétitive, pour pouvoir aller les battre chez eux, parce que je pense qu'ils auront aussi une grosse équipe. Freddy, on te laisse changer de... Sans oublier que je pense pas qu'il y aura que les États-Unis à battre, quoi. On te laisse changer de C'est casquette invisible. Freddy, on te laisse reprendre la casquette de... T'as déjà vu Freddy avec une casquette? Non, j'ai pas vu Freddy avec une casquette. Ouais. En soirée peut-être, je sais pas. Ça Un peut- bob. Ah, c'est la casquette après avoir trop bu, c'est ça, ça peut être ça. Non, mais Non, prendre la des casquette- bobs des fois. prendre la casquette d'entraîneur de Bourg-en-Bresse, puisque c'est là qu'on te retrouve sur Squeak en Eurocup contre Hambourg ce mercredi à 19h30. Tu as joué Monaco ce week-end, un match en championnat de France. Quasiment le match référence de ton équipe, alors que vous êtes en difficulté à la maison. Comment tu juges, en ce moment en tout cas, comment tu juges ce début de saison de ton équipe? Il est mitigé en fait. Voilà. Alors depuis quelques temps, je trouve qu'on joue très bien au basket, en attaque, mais on est trop permissif en défense, on prend beaucoup trop de points. Donc on travaille vraiment là-dessus. On est très fort à l'extérieur. On n'arrive pas à gagner à domicile, c'est qui est un petit peu contradictoire, puisqu'en général c'est souvent l'inverse. Et il faut qu'on arrive maintenant à arriver à imposer notre basket ou se décomplexer, je sais pas trop, à Equinox, alors que pendant 2 ans, ça a été notre force. Mais par exemple, contre Monaco, je trouve qu'on fait un très bon match. Et malheureusement, on prend 109 points parce qu'on a joué une équipe qui a joué extraordinairement bien. Donc ça, il faut savoir aussi l'accepter. On est censé avoir Hambourg et Le Mans qui arrivent, qui sont plus des équipes de notre niveau. Et là, c'est le moment de vérité un petit peu, parce que si on arrive à gagner ces matchs-là, on peut passer vraiment du bon côté de la rivière, on va dire. Mais si on les perd, par contre, on se met dans une situation très délicate. Alors, j'ai pas compris le concept de la rivière, mais bon, pourquoi pas. Tu parlais, Freddy, du match contre Monaco. C'était le premier match de Spanoulis en France, avec le club de Monaco. Ça fait quoi de coacher contre lui? Est-ce que tu as discuté avec lui à la fin du match? C'est clair qu'on en parlait avant dans l'émission, il a changé quelque chose dans cette équipe sur les 2 matchs de la semaine dernière. Mais voilà, pour toi, ça représentait quoi de jouer contre lui? Et voilà, est-ce que vous êtes parlé à la fin? De mémoire, j'avais déjà joué contre lui, mais en tant que joueur. De coacher contre lui, comment dire? Oui, je trouve que c'est très bien pour le basket français d'attirer des joueurs de légende comme ça. Donc, et des des bons coachs comme ça. Aujourd'hui, voilà, il commence. On est des jeunes entraîneurs, on peut dire, quoi, lui et moi. Donc, on verra ce que l'avenir nous donnera. On a les 2 sélections nationales, donc on s'affrontera. On s'est souhaité bonne chance, bien sûr, pour la fête du championnat. On s'est souhaité de bonne chance en espérant se retrouver en 2005. Et je trouve que on pratique un petit peu le même basket, donc forcément, c'était un match plutôt agréable à coacher. Pas de problème pour lui serrer la main à la fin du match, Freddy, cette fois? Non, mais aucun. Non, mais malgré tout, ce que tu veux dire, c'est que ça lance une rivalité entre Freddy Photo et Vassilis Spanoulis. À la fois en équipe de France et à la fois Tu as en remarqué, club. Cyril, qu'il a dit 2005. Oui, il a dit 2005, il est y a revenu en Grèce, arrière. Il est revenu voilà, en arrière. Il y a un trauma grec. Freddy, on a tous le même, mais il est là. Hein. C'est 2025, l'Euro. Non, mais quand on a joué l'un contre l'autre en tant que joueur, c'est Ah quand oui. même. En 2005. Ouais. Non, mais c'est vrai que Tu ça peux suivre. fait- Vous pouvez c'est suivre un bien petit d'avoir peu des ou jeunes pas? coachs. J'arrive pas, si ça fait 3h30 qu'on est dans cette émission déjà, j'ai du mal. Après on a le quiz. Mais en tout cas, ça.
J'espère que la rivalité est naissante et qu'elle durera le plus longtemps possible parce que d'être en rivalité avec Monaco, je vous remercie de faire la comparaison en tout cas. Elle existe, elle existe. Il y a eu On playoff. a fait la comparaison jusqu'à 4 minutes avant la fin du match. Et après, on est passé à autre chose, hein, comme tu l'as dit, Freddy. T'as re-signé Ben, quand 3 on a ans, perdu, quand on a perdu Xavier Casaneda pour une 5e faute, C'est vrai, qui tu as raison. est très litigieuse. Et t'as un deuxième joueur qui sort juste après, je crois, pour 5 fautes, hein, dans mes souvenirs. Tout à fait. Tout à fait. Tu as re-signé pour 3 ans, Freddy, à Bourg, alors que l'Asvel t'a longtemps courtisé. Comment est-ce que tu définirais le plan que tu as sur 3 ans à Bourg? Qu'est-ce qu'on peut encore construire quand on est demi-finaliste de championnat de France, finaliste d'Eurocup? Ou est-ce qu'on parle finalement de concrétisation, d'aller chercher un titre tout simplement? Oui, il y a de ça. En tout cas, quand on est dans un club comme Bourg-en-Bresse, d'avoir de la stabilité dans le résultat, dans le très haut niveau, c'est déjà construire en fait. Après, il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Si on veut aller encore plus haut, il faut peut-être doubler le budget. Et dans une ville comme Bourg, c'est pas possible. Par contre, on peut être innovant. Et puis, il y a ce gros challenge de un jour pouvoir gagner quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est hyper excitant. Et dans ma démarche de rester là ou d'aller, par exemple, en Euroleague avec l'Asvel, j'espérais aussi, dans ma tête, avoir la promotion que j'ai eue en septembre. C'est aussi le pari que j'ai fait parce que dans ma tête, d'avoir l'équipe de France, c'était quelque chose d'un objectif aussi personnel en tant que carrière d'entraîneur. Et je pense que le meilleur endroit pour moi pour avoir les deux, c'était de rester à Bourg-en-Bresse. Mais sportivement, c'est aussi intéressant parce que il y a des habitudes de travail, on peut encore progresser, on peut encore amener des joueurs à un meilleur niveau. Et ça, dans une carrière d'entraîneur, c'est quelque chose aussi de précieux. Ouais, on sent que ça t'a causé quelques nuits blanches, cette décision de rester à Bourg-en-Bresse. Bah oui. Dernière question, Freddy, avant de te libérer, de te laisser aller à l'entraînement avant ce match contre Bourg, demain contre Hambourg plutôt, avec Bourg. Sur l'Euroleague, est-ce que tu suis? Quel regard tu as sur les performances des 3 clubs français? Paris, tu as affronté l'an dernier en Eurocup, qui est leader au moment où on se parle. Monaco avec Spanoulis, c'est donc l'Asvel qui se bat, même si pour l'instant ils sont 16e. Mais j'ai un regard très positif. Parce que pour nous, le basket français, on a souvent été, je vais pas dire moqué, mais on a été souvent les derniers de la classe, et c'est jamais très agréable. Et aujourd'hui, quand on voit nos locomotives qui sont en haut de classement, en tout cas je parle de Paris et de Monaco, et que l'Asvel, mine de rien, ils sont très souvent dans les matchs longtemps, c'est quelque chose de bon parce que ça veut dire que le basket français déjà se fait respecter, que les joueurs français performent, parce que dans les 3 équipes, en tout cas dans Monaco et l'Asvel, il y en a beaucoup qui jouent, d'ailleurs même à Paris, je suis bête, mais et ça c'est quelque chose de super intéressant pour le basket global français, quoi. J'ai pour finir, Freddy, alors c'est pas vraiment une question, l'idée c'est, je vais te donner 10 mots ou 10 noms, et tu nous donnes une petite réaction rapide à chaque fois. Je vais commencer par Wemby. Il faut que je réponde quoi, en mots? Ce que tu penses, ne pas un mot spécialement, mais ce que tu penses, ce que t'inspire Wemby, ce que tu penses de Wemby, mais à chaque fois très court, pour qu'on puisse, que je puisse te donner tous les mots avant que tu partes à Plus tu l'entraînement. vas vite, plus tu seras libre rapidement. Voilà, il y en a 450. Ça marche. Il peut changer le basket mondial. La Coupe des Landes. Mon cœur. On rappelle qu'il a gagné, comme tu le disais, il a gagné avec Avec Corsarieux Corsarieux. il y a longtemps. J'ai En oublié, 2010. le CSP Limoges. J'ai aucun commentaire à faire à ça. Tu t'attendais à quoi? D'attendre. À quoi on s'attendait? Rien d'autre. L'élan Béarnais. Bah, les Lambernais, ça restera mon club à vie. C'est là où j'y ai grandi, où j'y ai fait mes armes. Donc c'est quelque chose qui restera en moi à vie. Nolan Traoré. J'espère l'avenir du basket français. J'ai eu la chance de le rencontrer donc sur cette première fenêtre. Il y a beaucoup de pression sur ses épaules et c'est vrai que c'est jamais facile pour des jeunes joueurs français à tenir ça. Donc voilà, on va le suivre de près.
Peut-être pas dans les 7, mais pourquoi pas dans les 12. Dans les plus Si on 5. comprend un petit peu. Marine. Et on parle Ah, pas il y a- c'est, on parle de ta fille. Hein. ouais. C'est beaucoup de fierté par rapport à ce qu'elle dégage déjà sur le terrain, parce que on la voit dans la vie comme sur le terrain, qui est passionnée. Et j'étais surtout très heureux pour elle qu'elle puisse faire les Jeux Olympiques qu'elle a fait, parce que c'était l'un des rêves de sa vie et elle a réussi à le faire. La NBA. C'est un nouveau championnat que je regarde énormément. Voilà. La C'est NBA, vrai que en fait. c'est. La NBA à l'ancienne. Ouais. Ça va avec les magazines que Ah tu bon? as derrière toi, Nico. Non, c'est vraiment un championnat à part où il n'y a pas que du basket. Et c'est ça qu'il faut en fait emmagasiner pour bien comprendre leur style de jeu. Mais par contre, c'est un championnat où il y a des joueurs incroyables et le spectacle est quotidien. L'Asvel. C'est après les Lambernais, le club français qui marque les esprits tout le temps. C'est vrai que Tony, aujourd'hui, je vais dire l'Asvel, c'est Tony parce que c'est lui quand même qui l'a relancé, qui a construit un projet fantastique avec son académie, avec la grande salle. Euh, il tire aussi tout le monde. Donc voilà, bon, l'Asvel, j'ai beaucoup de respect parce que Tony. Avant-dernière, enfin pas expression, avant-dernier mot, on va dire. Bourg-en-Bresse. Mais pas spécialement le club, la ville de Bourg-en-Bresse. Un club et une ville passionnée par son équipe. Partout où on va, on sent que la Gilbourg bat dans les rues. On fait le play à chaque match. Et je crois alors je vais pas toujours dire qu'en termes d'exemple par rapport aux autres clubs, mais en tout cas c'est un club qui est innovant, qui est toujours en train de vouloir progresser et qui progresse. Et c'est vraiment un plaisir quotidien que d'entraîner cette équipe-là et ces clubs-là. Les micro-perches, pour les temps morts, pourquoi tu les détestes? Alors, C'est bien que sur la il faut dernière. revenir en fait à l'époque d'Orsarieux. Ah oui, il y avait déjà des Non, perches. parce qu'en fait, sur la Coupe de l'Inde, j'ai pas été assez explicite. Donc, je vais revenir sur la question d'Orsarieux. Vas-y. La Coupe de l'Inde, je pouvais la gagner que avec Orsarieux. Et ça, pour moi, c'était important. Et les vrais Landais comprendront, quoi, en fait. Voilà. Pour la perche, si vous voulez que je réponde sur la perche, Vas-y. en fait, je ne suis pas télé-réalité. Et pour moi, en fait, la perche, c'est trop intrusif et on ne peut pas être soi-même vis-à-vis de ses joueurs et vis-à-vis de comment se passe le match. Voilà, donc moi, quand je vois arriver la perche, je ne peux pas m'exprimer comme je n'ai envie avec mes joueurs parce que c'est trop intrusif, parce que c'est trop leur story, quoi. Les perches sont prévenus. Voilà, c'est fait Voilà. pour la suite. Freddy nous en a cassé une l'an dernier. Hein. Oui, mais bon. Ça nous a fait une belle Pardon. séquence de télé. C'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc on te remercie, Freddy. Merci Merci pour la beaucoup, perche. Freddy. Et merci pour Non, ta je vous en présence prie. dans ce numéro du Squeak Talk, nouveau studio. On avait avec nous l'entraîneur de l'équipe de France et de Bourg-en-Bresse. Merci Freddy, on te laisse filer Merci, Freddy. à l'entraînement. Bon match demain, Merci à vous. bonne suite de saison avec Bourg-en-Bresse. Nous, messieurs, on va jouer aussi dans le Squeak Talk. On va jouer au quiz, évidemment, pour finir l'émission. Le quiz, c'est la formule gagnante du Squeak Talk, c'est la dernière partie. On a récupéré Nils et Jérém pour ce quiz. Messieurs, Cyril, tu l'as pas fait encore le quiz cette année. Non, mais je vous laisse gagner. Comment ça? C'est- J'y crois pas une seconde. Non, c'est vrai. Voilà. La fausse modestie, la fausse modestie. Laissez gagner les gens, j'y crois pas une Mais seconde. non, mais après, Nils, c'est encore me dire, il y a un délai, je suis pas là, je pars sur studio, etc. Ah, s'il te plaît, Cyril, après, il va par de m'appeler, principe, il va passer par de 1 heure au principe. téléphone pour me dire, il y a un problème, Par il y a un de délai, principe. etc. Il est grincheux dès que le quiz commence, et même avant. Nils est très Non, très cette fois, mauvais joueur. je suis détaché. Cette fois, je suis détaché. C'est bon. Tu l'es taché, mais si tu peux le gagner, tu vas le gagner. Ouais, ça. On est d'accord. À la fin, il va gagner. Ouais. Ouais, je vous ai tous tués. C'est comme moi la semaine dernière. Au début, je t'ai détaché. Quand il a fallu gagner, j'étais là. Pas de problème. Jérémy, tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens plus, c'est bizarre, j'ai aucun souvenir. Hein. T'as raison. Non mais sois un poisson rouge, oublie et passe au quiz de cette semaine pour terminer cette émission, pour essayer de l'emporter face à 3 adversaires. Cyril, Nicolas, Nils,
Jérémy. Voici le quiz de ce tout nouveau Squeak Talk. C'est une question de rapidité pour la première. Il n'y en aura pas beaucoup, messieurs, puisque vous êtes un petit peu loin de nous. Oh, on est déjà désavantagé dès la première question. Ah bah voilà, c'est le frère de Nils qui vient de parler. Privilège de l'ENS pour ceux qui sont en plateau. 8 victoires de suite contre Paris en Euroleague. On en a parlé. Contre qui la série a démarré? Le pana. Non, 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 non. Oh. Berlin. non, Basconia. Bayern. bah non. Non. Vous ne l'avez toujours pas dit. Ah, Milan. À Monaco. À Monaco, pour Bam lors de la 5e journée. Ça valait un point, Cyril. Là, je vous ai laissé en plus le temps. En plus, j'ai joué le jeu pour vous laisser un peu de temps. Voilà. Là, il n'y a pas. Vous voyez, c'est une question de rapidité. La rapidité n'est pas rentrée en ligne de compte. Ah non, c'est clair. 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Et puis donc ce match à Monaco pour lancer la série. Question de rapidité aussi. Raúl Neto a signé au Barça. Il s'est blessé Pas longtemps, malheureusement directement. Une absence évaluée à 1 mois. Donnez-moi le nom de l'autre Brésilien qui évolue en Euroleague cette saison. Dos Santos, Thiago Dos Santos. Oui, Nils. Ah, ouais. Oui, Nils. Tu vois, la rapidité, t'as réussi. J'ai rien dit, moi. Tu vois, il grogne. On m'a C'est préventif. C'est préventif. On sait qu'il est la râleur. Un point pour Jérémy. Ah non, pardon. Un point pour Nils. Excuse-moi. c'est Moi, pas je le prends, exprès. sinon je veux bien le Un point prendre. pour Nils. Un point pour Nils. Un point pour Cyril. Un compte approchant, messieurs, un point si vous êtes le plus près. 2 points si vous faites tout pile. Le derby de Belgrade. Tiens, Jérémy, ça va être pour toi celle-là. Étoile rouge contre Partizan a donné lieu à la mesure la plus grosse de l'ambiance de ce début de saison Euroleague. C'est une mesure de BKT qui mesure toutes les semaines les ambiances dans les salles. Tu parles des décibels? Je parle des Ah, les décibels. décibels. Donc il va falloir que vous me donniez en décibels quelle est la mesure qui a été prise lors de ce étoile rouge Partizan. Vous avez le droit à une réponse chacun. Le plus près marquera un point. S'il y a un tout pile, ce sera 2. Tiens, Jérém, puisque c'est toi l'homme de Belgrade, tu vas répondre premier. Combien de décibels au maximum lors de ce étoile rouge Partizan? Je vais dire 116,2. 116,2. Oui, tu as le droit au virgule, hein, puisque c'est une mesure où il y a une petite virgule. 116,2 pour Jérémy. Nils, 123. Oh, j'allais dire. 123. Nico, tu as dire 123, mais du coup, tu vas pas dire 123. 119. 119 et Cyril, 124. 124. C'était Oh, le petit 108,7. joueur. Ah, mais j'ai dit dans l'autre sens en fait. C'était Mais en plus, je vais dire 108,7. 106, je sais pas pourquoi j'en ai pas monté Ouais. aussi haut. Et donc, c'est Jérémy. Jérémy qui marque le premier point de ce talk. Jérémy, tu vois, question sur Belgrade, c'est pour toi. C'était pour moi, celle-là. 1 pour tout le monde, sauf pour Nicolas qui est toujours bloqué à 0 pour le moment. Question 4, on passe à la NBA avec les Wizards qui ont perdu leurs 14 matchs en novembre. Je voulais vous poser cette ça question, se passe bien. mais notre réalisateur Faisal Berkani en réunion me l'a grillé. Donc j'ai changé. 14 défaites de suite, série en cours. Mais quel est le record de défaites consécutives en NBA? 1 point pour celui qui sera le plus près. Faut donner l'équipe. 2 points pour celui qui sera tout pile. Il faut donner un nombre. Ah, et L'équipe, nombre. non, juste le nombre. Juste le nombre. Le nombre. Combien de Le Ah, nombre. défaites le nombre, oui. le nombre. Combien de défaites consécutives? Quel est le record de défaites consécutives en NBA? 24. 24 pour Nils. Vous pouvez y aller quand vous voulez. 23. 23 pour Nico qui joue en dessous. 22. 22 pour Cyril. Il reste Jérém qui a le choix d'aller au-dessus ou d'aller en dessous. a le choix du Je vais dire roi. 28. Tu vas dire 28 et tu sais quoi Jérém? Tu vas prendre 2 points. Oh. Tu vas prendre 2 Ah, points c'est car 28. c'est la bonne réponse. C'est 28 Ah ouais. pour Détroit l'an dernier Ouais. et également pour Philadelphie à cheval sur la saison 2014, 2015 et 2015-2016. 28 défaites Ah, tu mettais aussi à consécutives. cheval. Précisé. Bah, de toute façon, le record était Oh, même à oui. cheval et pas à cheval. Donc, Jérémy, tu prends la tête de ce quiz. 3 points pour toi. Toujours la NBA, toujours un point pour celui qui est le plus près, 2 points si vous êtes tout pile. Victor Wembanyama marque 24 points de moyenne cette saison. 24 points de moyenne pour Victor Wembanyama. Ce qui en fait le combientième marqueur de la NBA. J'ai vérifié ce matin, ce mardi, ce chiffre-là. Combientième marqueur NBA pour Victor Wembanyama en mettant 24 points dans un match. Jérémy, tu as en tête, commence. réponds en premier s'il te plaît. Je vais dire 14e. 14e pour Jérémy. Ce sera ensuite à Nils.
vais dire 18e. 18e pour Nils. Cyril. Ça va sur la 11e place. 11e pour Cyril. Et il reste Nico. J'allais le dire. 16e. 16e. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Il y a un tout pile. Le tout pile est pour Nils. Bravo Nils. 18e marqueur. Victor Wembanyama sur cette saison NBA pour l'instant. Avec 24 points de moyenne. Il y a du monde devant. Hein. C'est Yanis, je crois, qui est toujours leader. Moitié de ce quiz. Nils, 3 points. Jérémy, 3 points. 1 point pour Cyril. Nico, il faut démarrer. Il faut y aller. Les enchères. Vous allez devoir prendre la main. Il y a 3 points si vous réussissez. 1 point pour les autres. Si vous vous trompez, vous serez seul à répondre. Donnez-moi le maximum de pays, de nations, dans le top 10 masculin du nouveau ranking de la FIBA, sorti il y a une semaine. Combien vous pouvez m'en donner? Celui qui me donnera évidemment le plus grand chiffre prendra la main pour me donner le nombre de nations. Il y en a 10. Oui, c'est un top 10. C'est un top 10. C'est Il logique. y en a quand 10 même. au maximum, donc vous pouvez prendre la main avec 10 Ah non, 12. immédiatement, si vous voulez, ou pas. Allez-y, faites des propositions. Premier qui va... 1 pour Cyril. Après, je peux changer. Ah ben tu peux monter, mais les autres vont monter. bah, non, c'est pas 6. 4. 6 pour Nico. 6 On a Nico. 6 pour, Moi, je dis pour 7. Nico. 7 pour Jérém. Ouais. 7 pour Jérém. Est-ce que quelqu'un monte à 8 ou à 9? En plus, c'est un classement bâtard. Il y a tellement de trucs qui sont incompréhensibles. C'est le classement de la FIBA officiel il y a une semaine. 8. Ah, moi, j'ai regardé celui il y a 3 semaines, je sais pas. Excusez-moi, on a un 8. On a un 8. Oh chez là Jérém, tu rentres dedans ou pas là? Il est embêté là. That's what she said. Là, ça crispe fort. Ça n'est pas impossible. C'est dit que ça commence à être difficile, mais ça n'est C'est pas pour, c'est pour combien de points déjà? 3. C'est pour 3 points. Si Nico se plante, Allez, il vous donne 9, un allez. point à tout le monde. Hein. Si Et Nico, neuf. J'y vais sur 9. tu vas sur 9. Nico, est-ce que tu tentes les 10? Non. Il ne tente pas les 10. Jérém, Sans faute là-dessus. personne ne tente les 10, hein, on n'y revient pas. Voilà. Jérém, tu dois donc me donner 9 des 10 pays qui composent le top 10 masculin de la FIBA d'il y a une semaine, donc de fin novembre. Je t'écoute, c'est pour 3 points. Alors, les États-Unis, Absolument, ils sont numéro 1. la Serbie, Ils sont numéro 2. la France, La France est numéro 4. l'Allemagne, L'Allemagne est numéro 3. Tu as donc déjà le top 4. l'Espagne, L'Espagne est numéro 6. Fais dans le désordre, hein, parce que vu que t'es en train de regarder sur ton ordinateur. Hein. je regarderai, je suis en place sur la caméra. Bon, ça, Non, mais t'es bien pour l'instant. États-Unis, Serbie, Allemagne, France, Espagne. Tu m'en as donné 5, il en faut encore 4. L'Australie, L'Australie est 7e. c'est là où ça commence à devenir compliqué. Il t'en manque 3 sur les 4 encore de ce top 10. Est-ce que j'ai dit le Canada? Tu n'as pas dit le Canada, qui est 5e. Tu as les 7 premiers. États-Unis, Ouais, Serbie, c'est pour ça que j'avais Allemagne, proposé 7. France, Canada, Espagne, Australie. Il te manque 2 noms pour avoir les 3 points et faire le trou dans ce quiz. Déjà 7, c'est beau. C'était C'est logique, logique, c'est assez logique. mais Ouais. C'était les 7 logiques. Mais après ça, je pense évidemment pas le qu'il y a classement de la Grèce, FIBA qui prend en je pense compte qu'il y a la Slovénie. les 4 dernières années de compétition. Donc on part de Ah, il y a- après les il y a- JO. Il y a encore 2-3 pays. Je vais dire l'Argentine. Argentine, c'est ta prochaine réponse? Ouais. C'est une bonne réponse. 8e. T'as cru que t'étais Jean-Pierre Foucault, toi. Il t'en manque un. J'adore les quiz. Il t'en manque un, Jérém. Le 9e ou le 10e pour prendre ces 3 points. J'hésite Franchement, entre c'est 3 pour être honnête. Jusque-là, c'était beau. J'hésite entre Slovénie, Grèce, Lituanie. Il y en a un des 3, c'est sûr. Oui, mais lequel? S'il y en a un, lequel? Pas le Soudan du Sud. Non, il ne peut pas y avoir la Slovénie, pas qualifiée. Ça se joue entre, je vais dire Soudan du Lituanie. Sud. Le Soudan du Sud n'est pas dans les 20 premiers. Tu dis Lituanie. Ouais. Jérém, tu prends 3 points. Oh Waouh, mais. La Lituanie est 10e. La 9e équipe, c'était la Lettonie. C'est qui le dernier? La Lettonie. Ça, c'était difficile, la Lettonie. La Lettonie. La Lettonie, Dans oui. le top 10. Et la Coupe du Monde 2019, après des belles performances, ils étaient encore là. Lettonie, 9e. Après, il y a Brésil, Slovénie,
Grèce, Italie, Porto Rico, Monténégro, Pologne, République dominicaine, Tchéquie et Finlande pour aller jusqu'au bout du top 20. Bravo Jérémy, 3 points. Et là, tu décolles. prends le large. 6 pour Avec Jérémy, les sept 3 pour facile, Nils. C'est pas Ah. fini. 1 pour Cyril. Toi, Jérémy, il attendait qu'on ait un nouveau studio pour être incroyable. Il reste 4 questions. La question 7, c'est un guess the player. Trouvez-moi ce joueur qui a commencé, c'est une rapidité évidemment, à Palencia en 2009. À quoi? À Palencia. Pas Valencia. Non, pas à Valencia, à Palencia. Valencia. Avec un P comme Pau, Nicolas. Paris. Il a ensuite été au Real Madrid en 2010. Juan Núñez. Non. Avant d'aller aux Chicago Bulls en 2014. Palencia, Real Madrid, Chicago Bulls. Ensuite, il est aux New Orleans Pelicans en 2018. Juancho Hernan Gomez. Non. Mirotic? Nikola Mirotic. Oh oui. Nicolas Mirotic. Oh, il est chaud, mon ami. 2 points de plus pour Jérémy Mirotic. Ensuite aux Bucks, à Bravo. Barcelone et à Milan. Bravo Jérémy, tu n'as pas encore gagné, Ouais, on n'est pas très loin. mais on n'en est pas très loin. Ne te On déconcentre se, pas. rappelle, on Nils se rappelle peut de ce encore qui s'est te- passé la semaine dernière. Hein. Nils peut encore te reprendre. Nils, le qui est, c'était une très bonne idée la semaine dernière, donc je l'ai repris. Un qui est, une personnalité du basket à trouver. Vous me posez des questions, je vous réponds oui ou non, et je ne peux vous répondre que par oui ou par non. Vous avez le droit à une proposition de réponse uniquement si je vous réponds oui. Nicolas, tu es en retard, c'est toi qui commence. Est-ce que je suis un joueur? Non, tu n'es pas un joueur. Ensuite, c'est à Il a Cyril. pas- il est peut-être tenté, Non, il hein. a pas. Non, j'ai Non. dit non. Donc si je dis non, il n'a pas de réponse à donner. Est-ce que je suis un coach français? Non, tu n'es pas un coach français. Nils. Est-ce que je suis un coach? Oui, tu es un coach, Nils. Tu as droit à une proposition donc. Non, ça va pas être lui. Thiago Splitter. Tu n'es pas Thiago Splitter, Nils, mais tu as peut-être mis les gens sur la voie. Jérémy peut-être est sur la voie. Jérémy, Est-ce que je coach en Europe? est-ce que tu coaches en Europe? Oui. Tu as le droit à une proposition. Messina? Ce n'est pas Ettore Messina. Ça revient sur Nicolas. Est-ce que je coach à Monaco? Non, tu ne coaches pas à Monaco. Nicolas. Nicolas, je suis allé direct. bah, tu as eu raison. Hein. Cyril, Est-ce que je coach en Euroleague? oui, absolument. Gordon Herbert? Ce n'est pas Gordon Herbert, malheureusement. Nils, tu reprends la main. Est-ce que je coach en France? Non, tu ne coaches pas en France. Ouais, Jérémy. donc déjà, c'est fini cette partie-là. Est-ce que je coach en Italie ou en Espagne? Ouais, Bah. super. Ouais, ça va, super. oh. Est-ce que je coach quelque part en Euroleague? Alors, ça râle beaucoup sur le plateau, mais je suis d'accord avec eux. Propose-moi un seul pays. Ta question, Ah ouais. un seul pays. Bah, techniquement, tu pouvais répondre par oui ou par non, hein, ça fonctionne. Je pouvais répondre par oui ou par non, mais j'ai la flemme. Donc, et puis, tu es devant, donc il faut faire un peu de suspense. Quelle On est ta essaie question déjà de me boycott, c'est fou ça. Quelle est ta question Est-ce que Bah, est-ce t'as le que droit je de coach poser- en Espagne? Non, tu ne coaches pas en Espagne. Nicolas. On se rapproche quand même. Attention à ce que tu dis. C'est pas nous, Lys. Est-ce que je suis un coach qui voit mon équipe actuellement dans le top 8? Non. Cyril. Est-ce que je suis un coach légendaire? Légendaire, ça me paraît un petit peu fort. Je vais dire non. Pas au sens où tu l'entends, donc non. Nils. T'as dit que tu répondais oui ou non? Ah non. Nils. Est-ce que je coach en Turquie? Non. Il reste Jérémy. Est-ce que je coach en Italie? Oui. Je s'en souviens plus. Nico, il a pas le nom. Ah là 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 Pas le là nom. là là. Ouais, c'est bon, là, Alors, c'est bon, Jérém. Nico, il a, Ah, Nico, c'est il a terrible ce gagné. qui se passe. Jérémy, t'as 5 secondes, hein. Nico, il a gagné. Ah, je l'ai plus, hein. 3, Euh, 2. 1. Terminé malheureusement. Dur. Nico. Est-ce que mon prénom est Luca? Oui.
Oh là là Luca Banchi. Luca Banchi, bonne réponse de Nico, bravo, qui démarre dans ce quiz. Diesel. Diesel. Diesel, 2 points. Tu peux encore revenir, hein. C'est pas impossible. Luca Banchi, le coach de la Virtus, qui a donc perdu à Paris. Question 9, chacun son tour. Freddy Fotoux a été notre invité il y a quelques instants dans le Squeak Talk. Je vais donc vous demander à tour de rôle, en commençant par Cyril, qui a le moins de points, de me citer un club d'Eurocup. Il y en a 20, on va aller vite. 20 clubs d'Eurocup que l'on peut suivre sur Squeak. Il faut m'en donner un. Celui qui sera le dernier survivant aura 4 points, 2 points pour le deuxième et 1 point pour les derniers. Cyril. Je suis pas assez l'Eurocup. Hambourg. Hambourg est une bonne réponse. Contre Bourg, demain, 19h30 sur Squeak. Et quelqu'un va faire un jeu de mots Hambourg-Cambrai ou... Pas encore. Oh. Ensuite, ce sera à J'ai Nicolas. fait au match. Eh ben, Ah, Bourg-en-Bresse. je sais. Bourg-en-Bresse, oui, bien sûr. Évidemment, pour Nico. Ensuite, c'est Nietzsche. Valence. Valence, oui, également dans le groupe de Bourg. Jérém. Je vais dire Trente. Tu vas dire Trente, tu as raison. Cyril. Grande Canaria. Grande Canaria est une bonne réponse. Le Lied de Kabylis. Le Lied de Kabylis également. Ça repasse à Nils. Badalone. Badalona, absolument. Jérém. Le Ratio Farm Ulm. Tu peux nous le refaire en allemand? Non. non, je veux pas. On va dire Ulm. Oui, c'est une bonne réponse, évidemment. Ulm. Vous en avez cité 8 déjà. Il en reste 12. Cyril. La Poel Tel Aviv. La Poel Tel Aviv, oui, dans le groupe A. Nico. Laris. Laris Salonique est également dans le groupe de Bourg. Nils. L'Apoel Jérusalem. L'autre Apoel, effectivement, l'Apoel Jérusalem. On passe à Jérémy. À Besiktas. Beşiktaş, oui, dans le groupe A. Cyril, il en reste 8, c'est ça. Et tu vas sécher. Ouais, je vais sécher. J'en ai un dans la tête, mais j'arrive pas à le sortir. Tu as 5 secondes, comme Jérém tout à l'heure, tranquillement, pour trouver un club d'Eurocup. Je sais même plus s'ils sont encore Venise. Venise, c'est bon. Venise, ils sont dans le groupe de Bourg. Turc Télécom. Nico va nous citer Turc Télécom Ankara, absolument. Nils, Cluj. Oh, j'allais dire. Cluj-Napoca, oui. Jérém, Başakşehir. Başakşehir est une bonne réponse. Il en reste 4. C'est ça, hein. 4 x 4, 16. On a fait 4 tours. Il en reste 4. Cyril. Si vous me donnez une réponse maintenant, c'est 4 points. Hein. Vous serez considéré gagnant. On a fait tous un tour chacun. Mais il me faut me trouver un des 4 noms restants qui n'est pas le plus facile. On a dit Badalone. On a dit Badalone déjà. Je sens que là, tu ne vas pas trouver. N'importe quoi, Riga au hasard. Riga n'est pas en Eurocup. Cyril s'arrête là. Nico. Cedevita Zagreb. Le Cedevita Zagreb n'est pas en Eurocup. Je t'expliquerai Non, ton par erreur contre, le après. CD. Ljubljana. Ah, Ljubljana. c'est Ljubljana. Ljubljana, pardon. Eh ben, merci. Allez. Oh Allez. là 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 là. Allez, je l'accorde. Voilà, parce que Non, c'est non. bon. Je l'accorde. C'est scandaleux. Le Cedevita. C'est le scandaleux. Cedevita. Il a dit un club. Il a dit un club. Je l'accorde. Le naturel revient vite. Hein. Je l'accorde. Nils, à toi. Scandaleux. Stropié, je sais pas comment on prononce. Oula. Stropié. Stromae. Strop à côté surtout. Non. Un mec qui a invité, Stropié, c'est pas bon. Ah, je sais et pas. le nom- Je ne sais pas ce que tu as voulu dire. On accepte Cedevita Zagreb et quand je cherche un club. Alors avec sache, lequel je vais Nils, prendre des que j'ai éliminations, entendu je vais te retrouver. d'ici Ouais. le rire de notre réalisateur Faisal Berkani aujourd'hui se moquer de ta mauvaise foi. Mais bon, Jérém, Eh ben écoutez, si on a dit un club Stop, lituanien, cherchez est-ce qu'on a ça. dit le deuxième? Les BC Wolves. les Wolves de Vilnius, oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour toi. Il reste 2 clubs, est-ce que vous pouvez me les trouver, Nico? Il m'en reste un. Est-ce qu'il y en a un en Grèce? Sachant Pas que... cité. L'Apollon Patras. Non. Et Jérém, pour gagner ce quiz très très haut la main, Les amis, tu as le trèfle Sopot. absolument Sopot
C'est celui, également dans c'est le, celui dans que le cherche groupe. Qui a dit le dernier? C'est ce que cherchait Nils et qu'il n'a pas trouvé. Et le dernier que vous n'avez pas cité, c'est le Buduknos Podgorica, Ah oui. que vous je l'avais n'avez en plus. que vous n'avez pas cité dans ce tour-là. La dernière question pour le fun, c'est un qui a dit, mais Jérém, tu peux déjà lever les bras, tu as gagné ce quiz. Félicitations à toi. C'est parce que je jouais pas, c'est pour ça. Qui a dit, cela avait très bien marché pour lui la première année, mais parfois la dynamique d'équipe change, les joueurs aussi. Il avait très bien joué pour nous. Il a eu une carrière remarquable en NBA. C'est un excellent joueur. Je suis Evan certain. Fournier, Thibaudot. Thibaudot. Tom Thibodeau, il te l'a piqué. C'est- Cyril te l'a c'est piqué. tendu, la perche. Il a pris. Tu peux me dire c'est Euroups qui a fait l'interview. Qui a pris ça. Je termine la citation. Il a eu une carrière remarquable en NBA. C'est un excellent joueur. Je suis certain qu'il va être bon à l'étranger. Parfois, quand un effectif est modifié, l'alchimie n'est plus la même avec certains joueurs. Mais j'ai beaucoup de respect pour Evan, pour sa carrière passée et future. Tom Tu vois, Thibodeau. je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais je sais même pas quoi penser en fait. Je sais pas si Thibaudot est gêné ou si vraiment il sort. Ou c'est bullshit, ouais. Je pense qu'il donne une réponse pour Ouais, donner une c'est- réponse. C'est la langue de bois. Mais c'est tout. Bravo Jérémy. Énorme victoire Bravo, aujourd'hui. Avec, Bravo. laissons calculer, 4, 10, 12 points face aux 5 de Nils, aux 4 de Nicolas et aux 4 de Cyril. Jérém, on s'appelle pour la prime de Noël, désolé Nils. Est-ce que Jérém, tu es prêt à faire double banco sur le rébut que j'avais préparé ou pas? Oh, C'est pour le allez, plaisir. allez, on y va. On y va, allez, pour le plaisir, pour terminer, comme d'habitude, dans la bonne humeur. Il est un peu tiré par les cheveux aujourd'hui, je vous l'accorde. Mon premier est une fleur aimée des rois de France. Mon deuxième est le prénom d'une chanteuse française. Mon troisième est généralement le plus mal chaussé. Et mon tout Isaiah Cordigné. est un joueur français de Euroleague, Isaiah Cordigné. Absolument, Nicolas. Très, très bien. Wow. La fleur préférée des rois de France, le lys. Ouais, alors, Une chanteuse Et, française. alors Lys Et- et alors, c'est c'est pas tiré Lys par les cheveux, Aya. c'est. Oh là Vous allez- là 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 Vous allez là voir, là le là. deuxième est le prénom d'une chanteuse française, Aya Nakamura évidemment. Et mon troisième est généralement le plus mal chaussé, le cordonnier. Lys, Aya, cordonnier, ça fait Isaiah Cordinier, je vous l'avais dit. Elle était un petit peu tirée par les cheveux. On lui souhaite un bon Heureusement que anniversaire, c'était pas joué au rébut, hein, parce que ça aurait été dur. hein. puisqu'il a eu 28 ans la semaine dernière, le jour du match qu'il a perdu malheureusement à Paris avec la Virtus. On fera mieux pour le rébut la semaine prochaine, ça vous va? C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Il vaut mieux partir de là et arriver en haut. Je préfère. C'est plus facile, je pense, que de faire le chemin. Ah oui, non, mais là, t'es tranquille. Hein, Voilà. pas de soucis. Ah oui. Le sol est là, le plafond est la limite. Et merci messieurs, merci Nils Jérém d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a reçu Freddy Fautus, on était très contents. On aura des invités évidemment dans le Squeak Talk toutes les semaines à retrouver le mardi. C'est un peu pas de charge parce que c'est une double week, mais ce sera un petit peu plus calme la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes. Double week d'Euroleague à suivre sur Squeak. L'Eurocup également avec Bourg-en-Bresse. C'est un super programme. On vous propose, comme toutes les semaines, sur Squeak. Ciao, ciao.